tous à nouveau et bienvenue dans Let's Go des masques ont popé puisque les distances sont réduites et puis il y a des petits virus de saison qui traînent. Donc voilà, pas le Covid mais bon des rhumes et comme on a du travail à faire, et ben, on essaie de se protéger comme on peut. Voilà. Ken, comment ça va ? Ça va bien Marie, bah écoute depuis tout à l'heure. Un peu fatigué. Bah ouais, un peu, je pense un peu grippé ou alors un peu climatisé. Mais c'est ok, on a préparé quelques sujets aujourd'hui. On va parler de trucs pas spécialement très drôles, prix de l'essence. Fallait bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Voilà, désolé, pardon, j'apporte les mauvaises nouvelles mais je vous donne des solutions. Très bien. À ma gauche, Alison, le retour. Et franchement, t'es là presque chaque semaine, ça me régale. Écoute, je suis là de plus en plus et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et un peu fatiguée aussi. Moi, c'est pas parce que je suis malade, mais c'est parce que je viens d'enchaîner 3 journées au salon de la moto de Lyon. J'ai marché partout, mais du coup, j'ai plein de choses à vous dire. Plein d'images, j'imagine. Et puis, on va revenir aussi sur ce jeu que tu as créé. Et ça régale également. À tes côtés, Maxildan, comment il va ? Bonjour Marie, ça va ? Non, je me dis juste que c'est vrai que maintenant qu'on a pris l'habitude de mettre des masques, les petites distanciations, le lavage de mains avec le gel hydroalcoolique et tout, c'est pas mal si même quand on a des maladies autres que le Covid, tu vois, si on peut éviter de se les refiler c'est pas faux. en reprenant vite fait ça, tu vois, quand tu sais que t'as un truc... Bon, plutôt que de le refiler aux autres, moi, c'est pas mal, tu vois. je suis foutu, hein. Je sais que j'ai un rhume, donc je vais peut-être le garder pour moi. Tu le gardes, s'il te plaît. Mais voilà, si je parle du nez, c'est pas le masque, c'est bien le rhume. On a des news. Aujourd'hui, on a pas mal de news. On aura de la moto, on aura des avions, on aura même des drones. Et je vous propose de découvrir tout de suite, de commencer par les news. Deux fois. Ouais. On a une vidéo qui est plutôt canon. Je vous laisse la découvrir et je vais vous parler d'Ascendance Flight. Ok ? Ça nous concerne. Si tu peux la lancer, Denis. Un truc qui vole ? Alors, c'est un truc qui vole. C'est un drone ? C'est un drone Razer, quoi. C'est vraiment... Ah oui. alors là, on est des néons. On est presque dans une annonce e-sport. Mais il s'agit d'un taxi volant hybride électrique. Ok. Ouais, hybride électrique. Hybride électrique à décollage vertical. Ok. C'est donc Ascendance Flight Technologies. Très bien. Mais ça va décoller depuis l'aérodrome de Muret-Lerme, puisque c'est une start-up toulousaine. Qui va donc... français. C'est français, qui va construire un bâtiment industriel de 1100 mètres carrés qui va disposer du coup d'un mégawatt de puissance électrique avec un accès direct à la piste de décollage. Un investissement à hauteur de 3 millions d'euros. Donc c'est plutôt cool et c'est de chez nous, donc Cocorico. Ce qui est intéressant, c'est ce design mi-hélico, mi-avion qui, j'imagine, lui permet d'économiser pas mal de puissance, vu que les hélices n'ont pas besoin de tourner continuellement. Dès qu'il en a besoin, il peut se contenter de planer, quoi. Et c'est pas mal, c'est assez efficient. Joli, ça fait futuriste, ça fait drone, c'est sympa. C'est vraiment très joli. C'est un aéronef donc, qui sera baptisé ATA, capable de voler 400 km. Il est prévu pour fin 2025, donc c'est demain. Hein. Vraiment, voilà. Livraison 2026. En début d'année. Et il y en avait 11 à la création en 2018. Le nombre de salariés a atteint 40 personnes cette année, donc c'est un vrai truc. Ils y croient de fou, quoi. Voilà, ils y croient, et puis c'est soutenu par les régions, donc à suivre. Question, est-ce que ça se déplace seul ou il faut un pilote ? Alors ça, c'est une bonne question, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient ouvrir 50 postes supplémentaires cette année, mais ils ne disent pas la nature des postes. Alors, est-ce que c'est du soutien au sol ? Est-ce qu'il y a... Moi, je pense que c'est autonome. Hein. Le but, quand même, quoi que tu me diras, taxi volant hybride électrique. Sur les trucs aériens, le fait que ce soit autonome... en même temps, je vois pas ce qui les en empêche, mais... J'ai l'impression que pour... si tu veux avoir des clients, il faut qu'ils aient ce sentiment de sécurité et j'ai l'impression qu'ils l'auront que s'il y a quelqu'un aux commandes. En tout cas, au lancement, si tu mets un truc autonome... Le sujet, tu sais, qu'on avait fait sur les voitures autonomes, justement, où est-ce que les gens ont confiance ou pas ? Est-ce que tu ferais confiance à ça ? C'est sûr que c'est toujours un sujet, on n'en a pas encore assez parlé, ni encore assez testé pour être assuré. Un peu trop récent pour le moment, ouais. Mais intéressant. En tout cas, ça m'éclaterait plus d'être pilote de taxi-drone que d'être chauffeur Uber, quoi. Quel type de transport est censé effectuer cet aéronef ? Là, c'est vraiment du taxi, donc transport des personnes d'un point A à un point B. Hein. Donc au-dessus d'une ville ? Au-dessus d'une ville, au-dessus des montagnes. Combien de kilomètres ? Au-dessus des 400 km.
C'est pas mal 400 bornes. Ouais, carrément. Ouais, c'est un hélicoptère. Donc oui, c'était vraiment hybride, quoi. C'est un aéronef. En tout cas, c'est certifié aéronef. Effectivement, l'article disait 3 millions, mais 3 millions, c'est quand même très peu, quoi. Après, est-ce que... Non, c'est 3 milliards. Ce qu'ils ont levé en 2021... 3 milliards, à l'inverse, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais au 20 30 millions, à la limite. 2021, ils avaient levé 10 millions. Après, c'est peut-être 3 millions d'aides régionales, puisque l'Occitanie offre une aide assez conséquente, qui ne va pas non plus réécrire l'histoire. Mais c'est vrai que 3 milliards, du coup, c'est beaucoup. Et en même temps, 3 millions, c'est si. 3 millions pour un engin comme ça, t'en fais 2, quoi. Et puis... L'article est un petit peu flou à ce sujet, mais effectivement, je pense que c'est 3 millions de la part de la région et que eux, de leur côté, ils ont des investissements et ils lèvent des millions et des millions de leur côté. Bon, j'ai une devinette. On a une autre petite vidéo. Je vous laisse la découvrir. J'adore l'intro. Meuf enchaîne. Là on parle. L'intro est géniale, c'est le futur. C'est génial. C'est trop bien. Bonjour, je suis Ken Bogard et cette invention est vraiment merveilleuse. La vidéo Vous savez, est fantastique. j'anime Versus, ne meurs pas sans ton pif. J'ai inventé un vélo que pour moi. Alors, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est un vélo? C'est beau. C'est un bateau? Un camping-car? C'est un 3 en un. C'est un vélo électrique, comme c'est un vélo électrique. Eh bien, Vélo cargo électrique, non? la vérité, quelque part entre les trois. Donc, ça s'appelle le Z Triton 2.0. Et c'est une entreprise lettonne, Zeltini, qui a dévoilé à la fin du mois de février donc la version commercialisable 2.0 de ce Z Triton électrique. Il s'agit bien d'un vélo, petite caravane et bateau, un véhicule, engin qui propose pas mal de fonctionnalités pour des voyages au grand air, seul ou à deux. Et je trouvais l'idée plutôt sympa. Panneaux solaires et tout. Hein. Franchement, le mode bateau est quand même plutôt cool, recommandé par tellement de magazines. C'est pas recommandé, ils en ont fait un sujet, quoi. Vu à la télé, Maxilda. Ouais. Vu à la télé. La question est, est-ce que ça te donne envie, Ken? En fait, je dirais que le petit road trip là qu'il a fait Londres-Tokyo à vélo, en vélo de rando, ouais, ça me donne plutôt envie. 30 000 Après, km. l'idée de faire tout ça, avec un vélo bateau, pas spécialement, non. En fait, il s'est rendu compte pendant ce road trip qui lui a pris de longs mois et 30 000 km juste à vélo, que monter, démonter la tente tous les jours pour dormir, chercher, payer une embarcation à chaque fois, ça le ralentissait énormément dans son aventure personnelle. Et du coup, il se dit, vas-y, je vais créer le véhicule de loisir pour les gens. Foutu, quand même, ça a l'air plutôt bien foutu. Alors, c'est un véhicule dit de loisir électrique à empreinte carbone positive. C'est composé de matériaux en fibre de verre organique. Attends. Empreinte carbone positive. C'est-à-dire que chaque coup de pédale que tu mets là-dedans, ça fait respirer la planète. Ouais. Oui, ou en tout cas, ça ne la détruit pas. Ouais. Tu retires plus de carbone que tu n'en émets à la production. Il y a du polyester, en plastique de bouteilles recyclées, et des parties imprimées en 3D dans du bioplastique qui peuvent faire office de vélo, bateau, couchette. Plutôt sympa, je trouvais cool. C'est une bonne alternative en tout cas à la fibre de carbone. Ça, en vrai, sur sa vidéo, ça a l'air extrêmement bien fini son truc. Maintenant, tout est une question évidemment de connaître un peu l'autonomie du truc, surtout dans les zones un peu montagneuses où le moteur électrique est très sollicité parce que effectivement, je pense que ça coûte cher. Maintenant, le truc qui est assez génial, c'est que je pense pas que tu peux atteindre des vitesses extraordinaires avec ça. Cela dit, il y a quand même des panneaux solaires qui peuvent recharger un peu le truc. En fait, il faut savoir, on vous a présenté un peu les bateaux du Trophée Jacques Vabre là dans un épisode de Let's Go un peu avant. Mais déjà, en fait, il y a pas mal de trucs qui sont utilisés déjà sur des bateaux de course. Donc, que ce soit la recharge solaire, l'utilisation, on a vu, d'éoliennes pour essayer pendant la nuit et pendant les pauses de recharger un peu le truc. Non, ça a l'air très imposant tout de même. C'est très imposant. On est sur ça fait un peu machine de forceur. Quasi 4 mètres de long. Je trouve l'idée pas trop mal. 3,9 mètres de long, 1,45 mètres de large, 1,72 mètres de haut.
Comme tu disais, c'est assez imposant. Quand on est seul, ça va. À deux, il va falloir un peu se serrer. Elle est équipée d'une petite table pliante, puisque boire son thé finalement au bord d'un lac, c'est plutôt agréable. L'habitacle est recouvert de panneaux solaires, comme tu disais, et de lumière qui peuvent même accueillir un petit pot pour transporter une plante. Ça changera pas non plus le voyage avec lui. Bien, c'est acheté. Voilà. Mon meilleur ami. On se lave comment? Un petit réservoir d'eau pour que tu aies une petite douchette. Généralement, quand tu fais ce genre de trip, c'est full camping mode pour te laver. C'est pas la Tu prio. te laves pas tous les jours. C'est pas la prio. Elle est horrifiée. Pour avoir un petit truc d'eau, tu vois, avec les panneaux solaires, ça pourrait te la chauffer un peu. Tu te fais une petite douche d'extérieur en maillot de bain, tu vois. C'est vrai. Moi, j'en ai vu équiper des Defenders et se faire des trucs de dingue du monde, tu vois. Donc, donc complètement. Dans des voitures ou des vannes, tu peux faire des trucs stylés. Mais en vélo, lorsque tu fais ce genre de trip, de l'expérience que j'ai de ceux qui ont déjà parcouru comme ça ce longue distance, il faut 3 changes. En gros, t'en as un que tu portes, un qui sèche et un qui reste neuf si jamais il y a accident, ça peut arriver. Donc en fait, tu voyages avec très très peu d'affaires. Jamais tu laves tes affaires tous les jours, absolument. L'eau, ça pèse beaucoup trop lourd. T'as tendance à te laver beaucoup dans les rivières ou les sources naturelles, même pas en camping. Pour la partie vélo, un moteur électrique de 1500 watts avec boîte à 7 vitesses sur le guidon. En même temps, t'as vu le bestiau, quoi. Du coup, en une charge jusqu'à 50 km de voyage à un maximum de 25 km/h. Il y a un sound system installé. Oh là là, donc, c'est quand même en musique, ça c'est vraiment qui coule. Par contre, il faut pas être très grand, que tu les vois prendre leur petit dîner, se coucher ensemble et tout. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Ken et Nina, c'est bien. Toi et Milena, c'est mort. Ça marche moins bien. Niveau mobilité, on a toujours été avantagés les petits, de toute façon. Et pour la partie bateau, qui est donc quand même réservée aux petites traversées, on n'est pas sur une transat, clairement, ou de lac, ça se met en place en 5 minutes. C'est un moteur donc le moteur de 1500 watts qui se déploie et qui gonfle quelques bouées à placer sur les côtés. Et tu peux prendre le large à quelques 5 km/h sur 20 km maximum. Écoute, ça allait être sympa, mais franchement, pour faire de la longue distance, tu m'annonces 50 km d'autonomie, je suis dubitatif. Je vais pas te mentir. Le prix, c'est plus de 10 000 euros facile, un truc comme ça. Déjà, un moteur de 1500 watts. T'as des panneaux. Allez, fourchette vers 15 000. Ok, 15 000. 12. Eh bien, la vérité est pas très loin puisque c'est 14 500 dollars. Ça m'étonne pas. Effectivement. C'est une bagnole de toute façon, le truc. C'est non. Et c'est pas donné. On a encore la fierté française. Si je vous dis le Latte 28, est-ce que ça vous parle? Ken, ça te parle ou pas? Latte 28 C'est quoi? C'est un petit café de hipster? Alors non, ça pourrait. Le Latte Coair 28 qui revient grâce aux petites mains de lycéens qui vont faire renaître cet avion mythique piloté par le musée toulousain. Du coup, l'envol des pionniers. Le lancement a été annoncé hier. Et ça va être construit à partir des plans d'origine. Donc ce sera exposé au public à l'horizon 2027 dans le musée. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors déjà, moi je trouvais que l'initiative était bien puisque ça a lieu 100 ans après. C'est des lycéens donc qui vont prendre part à ce chantier. C'est l'avion légendaire piloté par Saint-Exupéry. Et allez. Donc je trouve ça trop cool. 5 générations de lycéens qui vont faire équipe pour monter un petit peu tous ensemble. Cet avion, il n'y avait que 50 exemplaires du Latte 28 qui sont sortis des chaînes Latte Coair de Toulouse il y a un siècle et il n'en reste plus aucun. Donc c'est l'occasion de remettre au goût du jour une partie de l'histoire toulousaine, on va dire. Voilà. Et ce sera 2 Latte 28, dont un à Toulouse. L'autre, je ne sais pas où il ira. Mais je trouvais ça sympa. Donc on suivra. Et puis j'aimerais bien les avoir sur le plateau, quoi. J'avoue. Les lycéens qui bossent là-dessus. C'est gros, hein? Ouais. C'est cargo, On mène des trucs, quoi. Truc de transport, c'est incroyable. Très bien. C'est beau. C'est très beau. Petit projet de renaissance de la resto. Le projet est beau aussi. Donc, un très beau projet. On remercie Aircraft Tube pour les images. Et c'est surtout 4000 documents de plan d'origine. Bonne chance, les amis. Bonne chance. L'occasion de, puisqu'on parlait de se replonger dans la culture et l'histoire, je suis allée au musée des arts et métiers ce week-end.
Sachez que c'est un magnifique musée qui se trouve dans le 3e arrondissement. Et il y a une exposition qui est ouverte le premier dimanche du mois gratuitement à tout le monde. D'accord. Dedans, vous pouvez y trouver une grande partie donc, qui est consacrée aux instruments qui ont traversé, les instruments de mesure, etc., qui ont traversé l'histoire. Vous avez une grande partie aussi sur les transports et la mobilité. Donc vous pouvez voir les premiers trains. Ou comment on est arrivé au Vélib. Le fameux Vélib. Comment est-ce qu'on a réussi à produire cela ? Ça, c'était incroyable. Qui se retrouve dans un musée, celui-là, quand même. Attends, t'es contre le Vélib, Ken ? En fait, non. Sur le principe, non. J'aurais préféré que ce soit des meilleurs vélos. Ah oui, c'est plus cher. Ouais, c'est ça. Tu fais plus je pense d'abonnements. pas que des meilleurs vélos soient forcément plus chers, en vérité. D'accord. Mais on va dire que ce sont des vélos adaptés à la clientèle. Oui, parce que tout le monde n'est pas pro du vélo. Ouais, puis aussi au fait que avec les choses que tu loues, puis tu fais pas forcément des bornes et des bornes. Enfin, mais le Vélib est un très bon moyen de transport. il finit pas dans la selle. Cela dit, c'est pas un vélo plaisir du tout. Non, c'est pour les petits trajets, quoi. On a également les premiers navires, les premiers trains, les premiers navires. Donc je vous ai pris quelques petites photos. Effectivement, c'était pour Insta à la base. Je prends en vertical. Bien sûr. Terrible. Toi, tu visites, hein. Ah ouais, non, c'était cool. C'était cool, c'était vraiment bien. En plus, avec mon fils, comme un fou. Chouchou, bateau, voiture. Ensuite, il y avait des maquettes assez fabuleuses. Vous avez celles qui sont en vitrine, forcément. Et puis, vous avez celles qui prennent tout l'espace. Je vous laisse découvrir, par exemple, celle-ci qui fait vraiment 10 mètres. Énorme. Fabuleux. Au milieu du café du musée des Arts et Métiers. Et puis, il y a également suspendu dans les airs, je ne sais pas si tu la retrouves, voilà. Des prototypes, ou en tout cas des engins qui ont certainement volé. Moi, à l'époque, tu me dis, monte là-dedans, c'est no way. C'est clair. Même aujourd'hui, je suis pas sûre de le faire. Encore moins aujourd'hui. Ouais, mais à l'époque, il fallait avoir des couilles. Ça devait pas voler ni très haut ni très longtemps, mais au moins tu décolles du sol. En fait, c'est les anciennes caisses à savon. Du coup, c'était pour décoller d'une falaise. Mais la première Batmobile, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont lancés la première fois, en ne sachant pas s'ils arriveraient à destination. C'est fabuleux. On a également tout ce qui est rover, qui vont dans l'espace, etc. Donc, vous avez toute une partie consacrée à la robotique et à l'exploration spatiale. Et puis, comme je vous ai dit, en marge de cette expo, vous avez également tous les instruments de mesure. Donc, j'ai pu photographier quelques centaines d'horloges marines différentes. Ah, c'est trop beau. Et franchement, c'est incroyable. C'était juste des génies. En fait, j'étais devant les vitrines, je me disais, mais aujourd'hui, on a des apps qui font ça. Tu vas sur le Play Store ou tu vas sur l'App Store et tu télécharges. Mais à l'époque, ils avaient des boîtes monstrueuses avec des rouages, des trucs. Enfin, c'était assez incroyable. Et puis mon fils, mon miracle de la vie, fasciné par. Alors ça mesurait les pressions hydrauliques. Ok. Voilà, il a passé 20 minutes devant ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Ken, si tu peux m'éclairer sur le... Peut-être qu'il a trouvé le moyen avec, je sais pas, un odomètre, ça s'appelle ? Je sais, non, je crois. Tu sais quoi ? Je crois qu'il a vu dans un jeu un système de poulie ou quoi. Donc, il me disait qu'il fallait tirer. Ah, c'est un joueur de Dark Souls, ça se voit. Il fallait appuyer, tirer, et j'étais en mode, chérie, il y a une vitrine, on ne pourra rien faire, avance. Donc voilà, c'était très sympa, Musée des Arts et Métiers, je vous le recommande très vivement, c'est dans le 3e arrondissement pour une sortie dominicale, et en plus, quand c'est gratuit, ça régale et ça rime. On continue avec Alison, salon de la moto à Lyon. Ouais, avant, je vais faire ma petite news à moi quand même. Il y a eu un truc ce week-end, quand même. Ah bon ? Il y a eu un truc. Le premier MotoGP circuit. Ah mais oui. Voilà, mais oui. Le premier MotoGP. Voilà, exactement, qui était au Qatar. Du coup, et effectivement, on a eu le bonheur ce week-end de pouvoir se remettre devant la télé, en tout cas les podcasts, les radios, bref, pour ceux qui n'ont pas forcément Canal. Et on est très heureux, moi particulièrement, parce que j'aime beaucoup Marquez. Voilà, je sais que ça va peut-être un peu gueuler là d'un coup, parce qu'il y a les pro-Rossi, pro-Marquez qui n'aiment pas. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup et ça fait surtout plaisir de voir son retour dans le parc fermé, puisqu'il est arrivé 5. Et après, on avait nos chouchous qui sont arrivés 8 et 9, donc nos Français, effectivement, Zarco qui est arrivé 8 et Fabio Quartararo qui est arrivé juste derrière. Voilà, après, pas fou, hein. C'était pas fou. Le problème est que pour ceux qui ont suivi,
Par rapport à Yamaha. Voilà. Ouais, le problème, c'est que Fabio dit qu'effectivement, il n'est pas du tout content du travail qui a été fait sur la moto et que lui, les aveux étaient fort en vrai. Hein. Lui était plus que préparé, mais voilà, malheureusement, ça l'a pas fait. Donc, c'est la faute à la manette. C'est dur. Voilà, on verra comment va se passer la saison. C'est que la première manche. Il reste encore toute la saison, mais voilà, effectivement, c'est pas très. J'ai vu effectivement des gens se moquer un petit peu sur les réseaux sociaux, dire qu'il avait une moto miniature ou un truc à pédale. Là là. Faut pas Bon, après, on a fait photo que lui, tu vois. Mais sur une ligne droite face à une Ducati, la réalité fait que bon. Rapide, quoi. Écoute, en tout cas, voilà, moi c'était mon petit côté news parce que du coup c'est reparti pour moi. D'ailleurs, j'étais au Salon de Lyon, c'est le sujet que je vais aborder, et je suis rentrée dimanche matin exprès parce qu'il était hors de question que je loupe du coup cette première manche, quoi. Voilà. Donc effectivement, Salon de Lyon. Alors un salon en demi-teinte, genre reprise du salon, ou un vrai salon de la moto? Ils se sont vengés de l'ECMA. Alors, c'est le salon du deux roues de Lyon. Donc, c'est le plus gros salon de la moto qu'il existe aujourd'hui en France. Parce que même si on a le salon de la moto, quand il y a le salon de l'auto à Paris, en fait, c'est un espace ridicule. Ouais. Donc là, on n'est pas au niveau de l'ECMA non plus à Milan. Hein. C'est pas aussi gros que Milan, mais en même temps, ça peut pas. Mais c'est quand même le représentant français. Ouais, c'est le représentant français du salon. C'est le plus gros, c'est là où on trouve le plus de marques. D'ailleurs, il y avait des marques qui étaient présentes qui n'étaient pas à l'ECMA. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus. Il n'avait pas eu lieu l'année dernière, ce salon. Donc, du coup, il y avait vraiment énormément de monde. C'était un salon qui était complet pendant les 4 jours parce que c'était de jeudi à dimanche. Du coup. Tu l'as ressenti, toi, dans les allées et tout? Parce que moi, j'avais fait le salon nautique, personne. Et là, franchement, il y avait énormément de monde. Donc déjà, ce que j'ai senti, c'était vraiment cet engouement des gens. Tu vois, là, voilà, ça, c'est les images en direct du salon. Voilà, vous pouvez voir qu'il y avait énormément de monde. Et ça encore, c'était des images. Il y avait toutes les marques. Il y avait Ducati, il y avait MV Agusta, il y avait Kawasaki, il y avait Yamaha, Honda, bref, les gens passent. Triomphe, Indian. Il y avait vraiment du beau monde. Il y avait beaucoup de halls, des équipementiers. Indian, ça a de la gueule quand même. Marie qui disait qu'au salon nautique, il n'y avait pas grand monde. En même temps, c'est pas le même prix non plus. Une moto, entre guillemets, tout le monde peut se l'offrir, alors qu'un bateau... Oui, Marie. Non, oui, mais attends, salon nautique, c'est pas tu vas pas pour acheter des bateaux, tu vas aussi... pour rêver. Non, il n'y a pas que ça. Hein. Honnêtement, tu as des équipements pour les sports nautiques. Tu as plein de trucs très différents. Tu as les inscriptions club natation, tu as des agences de voyage pour des tours. Tu as du matériel. T'as beaucoup de matériel, une boussole pour ton bateau. Bon, c'est sûr, faut avoir le bateau. Il faut un bateau, c'est ce que je veux dire. C'est un loisir de gens qui sont pas nés dans la misère. C'est sûr. Mais chaque année, quand même, il y a beaucoup de monde. Là, c'était vraiment Jean-Paul et Germaine. On s'entend. Qu'est-ce que tu as contre Jean-Paul et Germaine? Je les adore, mais on se disputait pas sur les stands. C'est-à-dire que moi, Marie-Charlotte, n'avait pas beaucoup de queue à faire, il n'y avait personne. C'est beau. Revenons à Lyon. Donc du coup à Lyon, je vous ai fait un petit tour comme vous avez pu voir là, dans les images des stands. J'ai essayé de faire au mieux et d'aller voir un maximum de motos. Bon après il y avait encore c'était encore proche du salon de l'ECMA, donc j'ai essayé de sortir au mieux les nouveautés. Donc déjà ce qu'il faut savoir en termes de stand, j'ai eu un coup de cœur sur le stand MASH. On parlait la dernière fois, tu te rappelles, de 125. Je me rappelle que le chat, on demandait à ce qu'on parle un petit peu plus de 125. C'est vrai. Donc du coup, c'est vrai que je me suis rendue sur le stand de MASH et sur le stand de Bullrock. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que Bullrock, c'est anciennement Bullitt Motorcycle, mais ça a changé de nom. Et effectivement, j'ai vu des jolies nouveautés au niveau des 125, mais aussi 300, 400. Et j'avais testé la Bullitt et la Spirit à l'époque. La Spirit et la Hero, de Bullitt. Et je trouve qu'elles sont encore plus jolies aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on ira effectivement, why not, les tester, ou j'irai les tester, on verra. Mais en tout cas, voilà, très sympa. Le stand MASH, c'était un gros manège avec des barbes à papa et tout. Oh, trop bien. Franchement, c'était trop cool. J'ai beaucoup squatté le stand, pas forcément pour les motos, mais parce qu'il était joli. Très joli, voilà. Donc, notamment dans ce qu'il faut savoir cette année, c'est que c'était donc les 50 ans de la marque Kawasaki. Oh là, donc, en fait, ah ouais, déjà.
Voilà, donc du coup, effectivement, ils ont mis en avant beaucoup de modèles. Et oui, c'est pas ton ami c'est Eudoxie, c'est celle qu'on a reçue sur le plateau il y a un mois, quelque chose comme ça. Donc effectivement, je suis passée voir les filles. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu parce qu'il y avait tout un espace vraiment équipement, mais aussi marque féminine, et il y avait beaucoup de choses. Moi, je suis intervenue. Ouais, c'est Wildust. C'est une combinaison que j'ai d'ailleurs. J'ai beaucoup de leurs chaussettes, de leurs casquettes. Voilà, que ce soit Wildust Sisters ou Eudoxie, ou voilà, ça c'est une amie à moi, Lily, qui est pilote sur circuit, qui vient de lancer ses chaussures pour motarde. Trop bien. C'est incroyable, avec une marque en partenariat Oudou. Et d'ailleurs, je lui ai proposé qu'elle vienne nous les montrer sur une émission. De ouf. De la semelle en gomme, c'est du caoutchouc de pneu. Elles sont homologuées pour faire de la moto. Tout a été pensé, même la petite bandelette au cuir au-dessus. Et franchement, je les ai essayées. Elles sont dans. J'ai balancé aussi mes stories du week-end sur Instagram à la régie. Donc s'ils les passent, à un moment donné, je les ai essayées. Wow. Déjà, j'ai trouvé kimonos entre les super belles. Les motos. Il y a des kimonos exposés entre des kimonos, des motos. Des kimonos. Ouais, il y avait des kimonos sur des mannequins. Je me suis dit, on est dans une ambiance. Kawasaki, peut-être. Bah ouais, écoute. Mais en tout cas, voilà, il y avait toute cette partie. Bon, du coup, je vais commencer un peu par cette partie, mais il y avait vraiment un engouement cette année pour la partie féminine. Moi, j'ai notamment fait plusieurs interventions au sujet des femmes. Il y avait tout ce côté un petit peu équipementier féminin. On voit Charlotte qui fait Wildust à droite, et à gauche Christelle qui a monté Two Wheels Therapy, qui casquette, etc., qui est un événement qui crée des événements, en tout cas des voyages pour les femmes en moto. Voilà, donc il y avait vraiment beaucoup de choses autour de la femme motarde cette année au niveau du salon. Triomphe France, là je suis avec Jessica Colanta, on a fait des interventions sur le stand de Triomphe, effectivement, voilà. Il y avait beaucoup de choses donc autour, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Les vannes dont tu nous avais parlé. Voilà, là c'est Jean Moto, etc. Enfin bon, voilà, si vous voulez aller voir un petit peu, j'ai mes stories à ligne sur le Salon de Lyon, il y a un peu plus de choses, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés. On sent vraiment les marques de plus en plus portées sur développer une gamme féminine, et voilà, c'est pas abandonner les âmes, c'est pas faire des choses que pour les filles, mais c'est que du coup, il y en a de plus en plus, et il y avait à un moment donné vraiment quelque chose tourné vers l'univers vintage et le rétro. Voilà, avec des marques comme Eudoxie et Wildust, mais ça manquait. On l'a vu sur la petite combi. J'y reviens, mais obligé de faire de la moto pour la porter. De ouf, mais c'est assez important. En vélo, on commence à voir de plus en plus de marques grand public développer des marques spécialement pour les femmes, avec des marques de vélos et des vélos développés par des femmes pour les femmes, afin d'adapter la morphologie à tous les cyclistes. C'est pas juste un truc marketing, il y a une vraie utilité. Giant a sa marque Liv qui fait justement ça, et c'est pas que marketing. Réellement, que ce soit au niveau des épaules, du bassin, on n'a pas du tout le même type de morphologie, pas les mêmes tailles moyennes, etc. Donc adapter le cadre et la position de conduite, la selle et le guidon est vraiment un plus en termes de confort pour le vélo. Et évidemment, si tu te retrouves avec un vélo confortable, c'est quand même un peu plus agréable de te mettre à la discipline qu'avec un vélo qui en fait un vélo masculin que toi tu modifies pour pouvoir t'adapter. Quand tu vas sur les différents sites d'achat d'équipements moto, c'est vrai que moi j'ai regardé un petit peu pour ma femme. Femme, et t'as pas grand chose. Tu coches femme, c'est même pas. T'as même pas un quart du choix que t'as pour les hommes. Alors après ça s'entend du pourquoi. Par exemple, moi j'ai eu des vraies questions ce week-end au salon de la moto, et franchement je trouve les questions pertinentes. On me demande, mais pourquoi vous arrêtez pas de faire des choses aussi en ce moment que pour les femmes ? On entend parler que de ça, à croire que presque ça enlève le côté c'est normal d'être une femme et de faire de la moto, tellement on en parle. Et j'entends, et j'ai trouvé l'argument hyper pertinent. Cependant, par exemple, sur le côté équipementier, il y a un moment où moi j'avais assisté à des conférences de presse, notamment Bering et Segura, et ils nous disaient, oui, mais à un moment donné, on nous dit qu'on fait que du rose, mais le problème c'est que quand on pond une autre couleur, et en fait, les équipementiers ils veulent pas nous l'acheter. Ouais, Donc du coup, nous on se retrouve avec du stock et personne qui veut nous l'acheter, parce que de toute façon nous on nous achète que du rose. Mais in fine, si t'as que du rose chez toi, on va t'acheter que du rose. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. On râle, mais le fait c'est que les femmes achètent plutôt du rose. Donc alors non, c'est qu'on leur propose que ça, et en fait on s'y intéresse pas parce qu'à la base c'était une niche. C'est encore une niche, la moto est une niche. Et tu as l'air de dire que justement ils acceptaient que ça, les équipementiers, parce que c'est ce qu'ils vendent. Non, mais parce qu'avec que ça, ils vendent. Parce qu'en fait, ils ne proposent que ça. Ils avaient du noir et du rose, peut-être que ce serait noir. Et sauf qu'aujourd'hui, tu te rends compte que les femmes, elles ont plus envie de ça. Et donc, du coup, en fait, pourquoi on a l'impression de militer, et c'est pas
forcément le cas, et c'est drôle de parler de ça en cette journée internationale des droits de la femme, mais effectivement, c'est juste pour faire du bruit, pour montrer qu'on est là et qu'on a envie d'autre chose, et pour essayer de porter nos paroles à ceux qui fabriquent soit les motos, parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de femmes petits gabarits qui me demandent mais comment je fais, j'ai l'impression que je n'ai jamais monté sur la moto, et aujourd'hui, on trouve des motos rabaissées, il est possible de les rabaisser, il est possible de prendre confiance aussi sur une moto qui est un peu plus haute, voilà, parce que tu as vu d'autres filles le faire. Pour les vêtements, c'est pareil. En fait, c'est toute cette communauté-là qui se rassemble un peu en tant que femme pour essayer de porter, en fait, tout simplement nos envies, quoi. Voilà, dire que nous, on a envie d'autres fringues, on a envie d'autres couleurs. C'est pas parce qu'on est sur des customs ou des cafés racers ou des ultra sportifs qu'on ne peut pas avoir des fringues différentes dans tous les domaines. Voilà. Donc c'est pour ça que cette année, on a encore plus senti un engouement, peut-être aussi, parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas été, quand 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses au niveau de la communauté motarde féminine. Mais voilà, on a vraiment, il y avait beaucoup de femmes, même dans les stands. Et il y avait surtout beaucoup moins les Umbrella Girls. Voilà, il y en avait un petit peu sur quelques stands, mais tu n'avais pas les babes. Ouais, mais en fait, c'est vrai que chez nous, c'est OK, mais là, en ce moment, tu as le salon de l'automobile au Laos. Ouais. Je te ferai de croire que le salon de l'automobile au Laos, c'est Babe Land. J'ai vu les photos là. En fait, en fonction des pays dans lesquels sont disponibles les salons, sont faits les salons, crois-moi. Et c'est les mêmes marques qui sont là-bas. T'as Ford, t'as Toyota, t'as machin. D'accord. C'est une Babes devant en mini short décolleté. Parfait. Dès que c'est pas mal vu, ils les mettent quand même. Mais ils ont fait l'effort à Lyon, du coup. Ils ont fait, alors pas toutes les marques. Après, encore une fois, c'est une question de marque, tu vois. Tout comme pareil, il y avait des. Bon, après, c'est un peu plus sportif, mais en fait, du coup, il y avait des animations. Notamment, on a eu Giacomo Agostini. Oui. Maintenant, ça Pilote. Voilà. Un des plus grands titrés mondialement connus, qui a gagné une dizaine de Tourist Trophy et qui a le plus grand nombre remporté de titres et de victoires au MotoGP, qui est venu présenter sa moto. Il y avait le GMT qui était là, avec Christophe Guyot, Jules Cluzel, etc. Et toutes ces animations-là étaient au niveau d'un stand et d'une scène. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait l'ouverture d'une de ces animations-là, tu avais des filles un peu en drapeau à damier et en pom-pom girl. D'ailleurs, c'est très drôle, j'ai pas fait exprès. Le samedi, j'étais habillée en drapeau à damier là-haut. Et à chaque fois. Non, mais t'es sur scène. Voilà. Non, je ne suis pas pom-pom girl. Voilà. Mais effectivement, bon, à part ce petit côté-là, mais à la limite, c'était sympa. C'était un petit show, c'était de la danse. C'est pas non plus. Voilà. Mais j'ai senti beaucoup moins de vulgarité, en tout cas ces filles potiches quoi, que tu fous sur une moto et qui nous gonflent. Alors à la fois c'est aussi il y a des mecs qui aiment bien ça parce qu'ils aiment faire des photos avec, et je comprends, les filles sont jolies et tout, mais tu en as un peu sur des marques mythiques, ok, un petit peu ça va, mais à une époque c'était un peu trop, et là j'ai trouvé que c'était beaucoup moins ça. Franchement, on pourrait mettre des beaux mecs aussi, hein. Franchement, pour l'ECMA, j'en avais vu 2. On pourrait mettre des beaux mecs, mais un beau mec à côté d'une moto, en mettant une ça Babes, l'embellit aussi, hein. Tu t'adresses directement au beauf mâle de ton pays. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, culturellement, tu fais perdurer l'idée comme quoi qu'avec le beauf mâle qui est intéressé par ton putain Ford Raptor. Non, mais en fait, du coup, c'est ça. C'est le cercle vicieux, quoi. Le cercle tu n'en sors pas parce que ça t'arrange. commence à se briser dans beaucoup de pays, tu vois. Mais oui, évidemment, il y a un moment, il faut dire non. Et voilà, pour des soucis d'égalité évidentes. Voilà. Bon, en tout cas, il y avait vraiment cet effort-là. Côté animation, j'ai fait un super beau concert Harley Davidson aussi samedi soir. C'était trop cool. Et il y avait Yarol Poupeau qui était là. Je ne vois pas qui c'est. Je suis désolée. Ancien guitariste Johnny Hallyday, s'il vous plaît. Quand même. C'est vrai qu'il l'a quasiment jamais quitté. Voilà, et c'était assez incroyable, assez dingue, et j'ai bien kiffé. Donc tout ça, c'était côté stand, côté animation, côté un peu nouveauté. Et maintenant, on va passer un petit peu aux motos quand même, parce que je vous ai un peu parlé des 125. Mais effectivement, l'idée, c'est un salon du 2 roues, donc forcément, il y avait des motos. Voilà, donc... tu pouvais tester des choses sur place? Est-ce qu'ils avaient bien sûr, tu vois, une zone où tu pouvais rouler un peu? Au-delà du zone, d'ailleurs, il y a eu énormément de rides tout le week-end. Il y avait des rides enduro, il y avait une endurance mini-moto aussi. Tu pouvais aller demander des essais au niveau des marques, et tu avais des personnes qui étaient là pour te faire des boucles, pour te présenter la moto, te la faire tester, t'expliquer comment elle, etc. C'est cool, mais c'est aussi le but du salon. Effectivement, bien évidemment, c'est pas que de les regarder, mais c'est de pouvoir les tester. Ouais. Est-ce qu'il y a des...
avant que tu rentres dans le détail, est-ce qu'il y a des promos, tu sais, parfois sur les salons, on te fait des offres qui sont valables que pendant le salon si tu l'achètes immédiatement. Est-ce qu'il y a ce genre de choses sur ces salons ? Bien sûr, il y en a toujours. Après, je pourrais pas te dire. Quoi. Voilà, c'est bon. Après, je t'avoue que le côté commercial, je m'y suis pas trop penchée. Hein. Après, je pense que tu peux avoir ce même genre d'offre si tu vas dans une concession au final. Hein, c'est un tout, hein, c'est les prix salon, etc. Mais c'est plus intéressant, je pense, pour les équipements que les motos pour moi quand tu vas dans les salons. Mais bon, après, en tout cas, certainement. Je me suis pas plus renseignée. Ça marche. Plus renseignée que ça. Il y a des simulateurs. Il y avait des simulateurs, bien sûr qu'il y en avait. Cette fois-ci, j'ai pas fait. J'ai pas fait parce que je l'avais fait à l'ECMA et que de toute façon, samedi. 2 heures de queue, j'imagine. J'étais en jupe samedi. Donc... Ah oui, ouais. Donc si tu veux, voilà, j'ai pas forcément fait le simulateur, hein, voilà. Mais oui, il y a toujours dans les salons des simulateurs. Généralement, c'est avec les assurances, voilà, pour le coup. Donc bon. Alors au niveau des motos, je vous ai mis en avant 4 motos. Donc, la dernière fois que je suis venue, je vous avais présenté mon test de la Street Fighter V2. Ouais. Et cette fois-ci, j'ai vu la Street Fighter VRS Dark Edition. Attends. C'est quoi ça? Faut que j'essaie de On dirait un DLC quoi, d'un jeu. C'est rétroviseur. Racing Sport... quelque chose. Écoute, j'ai pas la dénomination, mais voilà, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la V4 pour le coup. Voilà, elle fait 1103 cm3, elle a 208 chevaux, 13 000 tours. Et du coup, V2, V4, c'est les cylindres. V2, c'était un bicylindre, et là, c'est 4. C'est le moteur. D'accord, c'est pas la même chose. Et donc, du coup, la dernière fois, c'était le V2, et là, c'est le V4. Voilà. Alors, petit trou à l'avant. Pardon ? Petit trou. Comme ça, la petite roue. Ouais. Devant. Petit trou, ouais. Okay. Gros. Petit trou, je comprenais pas pourquoi tu me disais un petit trou. Why not? Ah mais là, tu trouves que la roue avant est petite? C'est peut-être l'effet d'optique. C'est peut-être lié à l'appareil, ouais. Mais en fait, la moto est tellement en mode je suis Batman que du coup, la roue elle est en mode. Du coup, ma question est laquelle vous préférez entre celle que je vous ai présentée la semaine dernière? Celle que tu as préférée. Que tu as montré. Que j'ai montré la dernière fois. Est-ce que c'était pas parce qu'elle était rouge aussi? Non, ça c'est plus pour Max. Ouais, mais je préfère celle-ci. Ouais. Moi, la roue. Est-ce que vous avez une idée du prix? Je suis pas certain de me rendre compte des différences entre les deux. Ah ouais, ok. Faudrait que je les vois côte à côte pour me dire ah oui. En plus, là, elle est bien dark, hein, ton modèle. Du coup, pour se rendre compte un peu des lignes et des changements qu'ils ont fait, ça aide. C'est vrai. Il faudrait la trouver sur la limite internet parce que là, c'est une photo salon. Donc, à votre avis, le prix? Oula, ça doit être cher. Attends, il était à combien le modèle que tu nous avais présenté là? Je sais plus à combien elle était. 15 000, elle était non? à moins de 20. Ouais, moins de 20 là. Oui, moins de 20. Elle était 17 000, je crois, quelque chose. 23 000. Non. Okay. Moi, je dirais 26 000. Non, c'est un petit up, c'est 19 000, 17 000. Ok. 7 000, non, respectez-vous. 27 680 €. Aïe. Mais il y a de l'accessoire dessus, alors j'ai pas tout. Édition limitée, je les connais ces phases d'édition. Il n'y a pas de petit up en moto. En plus, chez les Italiennes, autant te dire qu'il n'y en a pas de Tu prends 5 000 balles dans la gueule dès que tu changes 3 trucs. C'est ça, les vélos Specialized, juste avec la signature de Sagan ou avec la signature d'Alaphilippe. 13 000 balles. C'est le tarmac de base que tu peux acheter 9 000, mais bon, on a rajouté 4 000 les gars. Ah ouais, mais on a pris la sélection de Julien Alaphilippe. Ouais. C'est dur. Voilà, donc ça c'était pour Ducati. Ensuite, on va passer du côté de Kawasaki parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était du coup les 50 ans, enfin ce sont les 50 ans de la marque et donc du coup c'était bien mis en avant sur le salon et il y avait énormément de Z présentes. Est-ce que le modèle Z, oui toi le modèle Z, ça fait peur. Les Z présents, j'étais là, bon, Zemmour était présent sur le Zemmour ou Zerator, alors qu'est-ce qui est le plus présent? Quand je te disais, tu dis quoi? Chez Kawasaki, tu penses à Zemmour en premier, c'est très intéressant, Mathilde. Parlons-en. Et donc forcément, il y avait des éditions, les éditions des 50 ans. Donc on avait notamment la Z900 que vous allez voir à l'image. Il y avait la Z900 RS, la Z650 et la RS, effectivement. Donc voilà, alors moi, de base, je suis pas une grosse fan de Kawasaki niveau design.
Les Z, c'est pas quelque chose qui me parle, si, parce que c'est la première moto sur laquelle je suis montée en passagère et qui m'a donné envie de faire de la moto. Donc Z, quelque part, ça me parle. Mais après, quelques années plus tard, en passant le permis, en étant maintenant aujourd'hui motarde, c'est pas quelque chose que changent. Voilà, les goûts changent. C'est pas quelque chose que je trouve forcément beau de base. Mais il faut avouer que ce modèle-là, je le trouve quand même assez joli, bien fait. J'aime bien la gueule, ça me. La partie avant est assez sympa avec des lignes un peu en pointe. Et voilà, t'as tout dit. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Je la trouve un peu plus fine. Je la trouve sympa. Ça m'a un peu réconcilié avec, du coup, avec le Z, quoi. T'aimes bien ? J'aime bien, ouais, mais j'achèterais pas ça, c'est sûr. Ouais. Enfin, si j'avais le permis moto. T'achèterais quoi, Ken ? Franchement, j'achèterais moins de 700 cm3, c'est sûr et certain. J'achèterais une petite cylindrée. Oui, alors tu as la 650 du coup. T'as la Z650. Moi, je suis petit, je suis pas très très costaud, tout chétif, Hanouna, donc. Et puis surtout, ça suffit. Ouais. Après, Pas obligé d'aller à 300. C'est gros, plus ça consomme aussi. C'est vrai. Mais après, c'est si. En tout cas, si je veux une moto un peu détente en utilisation tous les jours, ouais, j'irai voir ça. Alors c'est un peu anti-motard de dire ça parce que c'est. Pourquoi ? Je pense que les sensations d'accélération en moto, elles sont quand même importantes. Oui. Et tu vois, avoir une cylindrée un peu inférieure quand tu peux avoir une cylindrée supérieure avec une moto qui est objectivement meilleure. En vérité. Alors, c'est pas anti-motard, parce que là, en fait, tu vois, moi, quand j'ai testé la Speed Triple RS de chez Triumph, donc c'est la 1200, j'ai adoré cette moto. C'est-à-dire qu'à la base, je partais pour faire un essai pour un magazine d'AFI, et pour le coup, je suis revenue de mon essai, j'ai demandé un devis. Donc j'ai été mais plus que séduite par la moto, mais je me suis dit, vas-y, j'ai pas testé la petite sœur, et j'avais pas testé donc la Street en dessous. Donc t'as du 675, mais t'as aussi la 765, et donc moi j'ai testé la 765 RS. Il n'y a pas à chier, dans les cols de montagne que je fais, moi, tu arrives mieux à enrouler avec un petit cylindré qu'avec la grosse. Ok, d'accord. Et donc, c'était même pas une question de budget, c'était une question vraiment de sensation de maniabilité ça, une grosse dans les virages. Quoi. Voilà. Puis alors, c'était peut-être pas un problème que toi, tu as eu, mais il y a aussi des motos qui s'apprivoisent un peu plus difficilement que d'autres. Et si tu n'as pas une certaine expérience de la moto... certaines sont plus dangereuses que d'autres, quoi. Donc c'est bien aussi d'y aller à ton rythme et pas forcément de prendre le truc le plus gros, le plus puissant, le plus vénère, le plus cher. Ça fait pas forcément sens tout le temps. Moi-même, j'en reviens, tu vois, j'étais vraiment un peu à la course à celui qui a la plus grosse, quoi. Et là que je commence à en tester quelques-unes, c'est pas forcément les plus puissantes qui me plaisent le plus. Oui, c'est une question de design, mais de pilotage, c'est sûr. Moi, j'ai t'as un tout. Regarde, moi, mon CX500, je la trouve magnifique et c'est mon bijou parce que c'est ma vintage. Mais j'aime pas rouler avec, quoi. Je me fais pas plaisir. Quand je vais avec, c'est, tu vois, quand on va faire la Distinguished Gentleman Ride ou des choses comme ça avec plein de monde habillé en costume, qu'on va parader, qu'on va rigoler. Mais très sincèrement, c'est pas une moto que je vais aller amener dans des cols de montagne, quoi. C'est lourd, ça braque pas, ça a pas de frein. Voilà, il y a le design, il y a le plaisir, il y a des deux. Voilà, il faut un équilibre, un juste milieu, je dirais. Voilà, qui est propre à chacun, encore une fois. Donc ça, c'était pour le côté, du coup, Kawasaki. Ensuite, effectivement, j'ai été regarder de plus près la nouvelle R7 de chez Yamaha. On en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est tout simplement la version sportive de la MT-07. Voilà, une MT-07, ça va parler certainement à beaucoup de motards et de motardes qui nous regardent parce que c'est un modèle qui est quand même aujourd'hui... bien prisé, en tout cas des jeunes permis, des permis A2, et pas que, on a beaucoup qui l'achètent après, c'est une très bonne moto. Et voilà, donc Yamaha a sorti sa version sportive de cette moto qui a l'air, ma foi, très chouette. Je suis en train d'essayer de regarder pour me prendre un test avec sur circuit. Ça veut dire qu'elle existe en A2, cette R7 je vérifie, je suppose. Il me semble. Pour moi, oui. Ouais, tu peux l'avoir en A2, du coup ça peut être sympa effectivement quand tu viens de passer ton permis, te tous dire ceux qui ont envie d'un look sympa.
Il y en a plein qui ont envie d'avoir un look, genre entre guillemets, une vraie moto. Alors, il n'y a pas de vraie moto pour moi, mais qu'est-ce que je l'ai entendu, donc je le dis. Et en fait, c'est juste les jeunes qui rêvent, qui regardent le MotoGP ou autre ou pas, ou qui ont vu leur papa, leur maman ou quelqu'un de leur famille sur des grosses sportives et qui ont envie d'un look un peu comme ça. Donc, c'est vrai que c'est une moto en ce moment qui plaît bien. On voit beaucoup d'essais chez toutes les Yam. Enfin, les motos sont blindées d'essais toute la journée. Donc, effectivement, c'est une moto très chouette. Et moi, je trouve que c'est une moto qui est donc accessible parce qu'au niveau du prix, on est à moins de 10 000 €. Ah oui, bon, c'est notamment pour ça aussi, quoi. Une bonne moto, elle est quand même à moins de 10 000 €. 99 €, exactement, voilà. Alors, les gens disent dans le chat, l'assurance en A2 pour une sportive, ça pique. Eh bien, figurez-vous que... Alors, je ne vais pas vous répondre là, mais j'ai prévu en fait un sujet sur les assurances, d'ailleurs, pour la prochaine fois. Voilà, j'ai rencontré notamment... j'ai passé une partie de mon week-end sur le stand de FMA Assurance. Et donc, c'est des assurances avec qui je travaille pour des journées de roulage sur circuit. D'ailleurs, on va créer deux journées de roulage cette année sur circuit, et notamment pour encadrer femmes et débutants. Et on a travaillé tout un sujet. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais sur mon Instagram, la semaine dernière, j'ai ouvert plein de questions sur mes stories au sujet des assurances. Parce que moi, j'ai découvert que quand on a, comme moi, une moto de piste qui n'a pas de carte grise, on pouvait l'assurer. Et si tu te la fais voler dans ton garage quand tu n'as pas de carte grise, tu es bien content de pouvoir être assuré. Mais du coup, il y a des techniques pour ça. Et donc, je vous prépare tout un petit topo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, à me poser vos questions sur les assurances, notamment au niveau des motos, que ce soit A2, que ce soit vintage, que ce soit première moto, que ce soit avoir plusieurs motos ou autre. N'hésitez pas, parce que je prépare un sujet justement là-dessus. Je ne sais pas si effectivement cette R7 est plus chère à assurer. En général, ce qui change les prix des assurances, c'est le prix de la moto en elle-même. Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce qu'elle est d'occasion? À quel endroit tu vis? La puissance de la moto. Mais là, si tu la prends à deux, tu es limité un peu comme n'importe quelle autre moto du même type. Elle coûte moins de 10 000. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si difficile à assurer. Mais après, parfois, les voies des assurances sont impénétrables. Ils ont des logiques qui peuvent être assez obscures. Après, si on te l'a fait pour du A2, c'est que c'est assurable de toute façon. Donc, après, tu vis cette cible-là, ça serait dommage que l'assurance soit hyper chère. Maintenant, je n'ai pas l'info là comme ça, donc je vais me renseigner. Je me demandais justement sur les salons moto, quelle est la place occupée, s'il y en a une, par tout ce qui est assurance, un peu monde étendu de ça. C'est énorme. C'est énorme. Par exemple, donc moi j'étais avec FMA. Enfin, chaque assureur a fait beaucoup de choses. Il y en a qui ont notamment tu parlais des simulateurs. Ouais. Ça c'est commun chez un assureur moto d'avoir un simulateur. Voilà, pour apprendre plein de choses. T'en avais d'autres là qui faisaient gagner le casque de Fabio Quartararo dédicacé. En fait, entre guillemets, si tu veux un assureur comme ça sur un salon, ça vend pas du rêve. C'est un stand et c'est des assurances. Donc à part si tu viens pour te renseigner vraiment avec une intention de t'assurer, tu viens et voilà, tu as un joli stand, mais entre guillemets, il va pas se passer quelque chose, quoi. Donc ils font des animations. Est-ce que les marques aujourd'hui proposent des assurances intégrées à l'achat des véhicules? Ouais. C'est intéressant ou c'est peu intéressant? Non, c'est intéressant parce que déjà, c'est des partenariats qui sont créés. Tu vois, typiquement, moi, mon assureur, tu retrouvais donc le stand où j'étais ce week-end. Tu avais le stand FM Assurance, mais à côté, tu avais leur commercial qui était chez Harley-Davidson, un autre qui était chez BMW, un autre qui était chez Honda. Mais parce qu'en fait, ils sont vraiment au fait de la clientèle propre au niveau de ce type de moto, au niveau de ce qu'ils attendent, du nombre de kilomètres qu'ils peuvent faire aussi. Enfin, voilà, tu fais plus de kilomètres quand tu es quelqu'un qui prend ta moto pour aller faire des road trips dans toute l'Europe que quelqu'un qui va la prendre pour aller au travail. Ouais, bien sûr. Voilà, donc, et oui, c'est intéressant au niveau de l'achat de passer par des assurances, mais voilà, bon, encore après, une fois, je suis pas commercial assurance, hein, mais voilà, au moins, tu sais que si tu as un partenariat, normalement, tu as des bons prix. C'est pas valable pour tout le monde, mais... Faut vérifier, quoi. Voilà. J'ai un sujet qui n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, mais je suis en train de... Cahier. Ah ouais, tu climes. Est-ce qu'on peut enlever la clim, Climman, hein. Quand on a commencé l'émission, je me suis dit... J'ai fait ça depuis tout à l'heure, je me tâtais après mon sujet à aller chercher ma veste. Oui, pareil. Il fait très froid, quoi. Ça se voit d'ici, hein, le grain de peau, 4K, Merci, les amis. HDR. Merci beaucoup.
Merci pour la clim. Et du coup, revenons sur la dernière moto que j'ai à vous présenter. Donc, il s'agit d'une BMW et pas n'importe laquelle, puisque moi, elle me vend du rêve. C'est la M1000RR. Tu m'étonnes. Voilà, moi je vois du carbone, donc on commence à discuter. Voilà, donc effectivement, c'est une très 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 jolie moto, une 4 cylindres, 1000 cc, voilà, que vous dire à part que c'est le nouveau modèle de la marque et qu'elle vient remplacer sa petite sœur, tout simplement la S1000RR. Abuser la gueule. J'ai tenté de demander un essai. Ni la M1000RR ni la S1000RR, ils ont pas de stock et tout ce qu'ils ont, c'est vendu. Et en gros, tu l'achètes les yeux fermés en leur faisant confiance. Tu ne peux pas l'essayer. C'est ouf quand tu arrives à ce stade, c'est ouf. Sauf que après, c'est pas une moto de merde, hein, tu prends pas beaucoup de risques. Je vais voir parce que je fais 2 journées sur circuit avec BMW. Allez, c'est bon ça. Le 29 juillet et le 9 septembre, donc si elle y est, j'aimerais bien me faire un petit essai dessus. Voilà. Et donc, on parlait prix tout à l'heure. On va refaire prix pour celle-ci, à votre avis. La M1000RR, 35 000, non ? Oh, purée. C'est si cher que ça, c'est vraiment... La S1000RR, elle doit être à 22, un truc comme ça, je pense. Waouh. Et la M, c'est chaque pièce est en mode plus. 30 000 €, ça fait déjà cher. C'est vrai que c'est très cher, 32 000. T'es la plus proche. Ah ouais. Let's go. 33 270 €. Voilà. C'est beau. Donc, on est sur un beau bébé qu'il faut bien bichonner si on l'achète, en tout cas. C'est dur d'acheter neuf à ce prix. Voilà. Donc c'était un petit peu... un peu des paliers en moto, tous les 5 000 €, c'est une étoile de plus dans la zone du rêve. Tu vois. Ouais, c'est ça. En général, 35 000, tu as toutes les étoiles. Tu es au maximum. À vélo, c'est pareil. On en parlait tout à l'heure, la moto qu'on achèterait. Ken, t'as répondu quoi ? À quoi ? Quelle moto tu achèterais si là tout de suite j'ai pas répondu, j'ai répondu en termes de cylindrée, mais j'avais pas. Mais je pense que j'irais sur Yamaha pour la réputation de fiabilité, une marque japonaise, voilà. Donc je sais pas, une R, il y a quoi, R600, ça existe ? Plutôt sportive en design ? Ouais, plutôt une sportive. Ouais. Oui, plutôt une sportive ou à la limite un roadster, mais 600 cm3 ou enfin moins de 750 cm3. R7. R7, voilà. R7, voilà. Je pense que j'irais vers ça, R7. Moi, ce serait ça fera jamais le cas, mais bon. La BMW 1200R. Ah bah voilà, Marie dans la bulle direct. Toi, c'est la 90. Oh, incroyable. C'est la 90 Scrambler. Désolée, si tu peux la trouver sur... Alors, j'en ai essayé plusieurs des 90. J'ai fait la Pure, j'ai fait la normale et j'ai fait la Racer aussi. J'ai fait les 3 90 en essai. Et c'est des très belles motos, mais alors moi, après c'est une question de goût, mais moi, le flat qui tremble comme ça, quand tu l'allumes... Tu l'allumes et déjà J'adore. Assez kiffant. C'est laquelle, celle-là ? Oula, non. Ça, c'est la... je sais plus laquelle. Pourquoi elle est... C'est la R quelque chose, mais... Il est marqué R1000. La Roadster. Je sais pas, un dérivé de la S1000R, j'espère, parce que c'est pas... Ouais. Non, ouais. Voilà, donc ça c'était pour les petites news. Au niveau des présentations, effectivement, il y avait encore un bon nombre de motos dont j'aurais pu parler. Au début, tu as tilté sur la MV Agusta qui était magnifique. C'était t'avais la F3 RR 800, édition Nürburgring aussi pour la Brutal 1000 et la RS. Voilà, t'avais plein de nouveautés, il y avait plein de jolies choses. Bref, ça m'annonce beaucoup de tests à venir pour cette émission dans l'année. Voilà. Trop bien, merci Alison. Question, c'était le salon du 2 roues. C'est le salon du 2 roues de Lyon. Donc il y avait aussi des trottinettes, des vélos, ou il y avait que des motos ? Alors non, déjà il n'y avait pas que des motos parce qu'il y avait aussi effectivement des scooters. Tout à fait. Il y avait Segway qui était là. Il y avait des buggy. D'accord. Il y avait des buggy. Buggy, mais du coup il y a 4 roues. Ouais, mais c'est Segway a développé des buggy. D'accord. Voilà, d'ailleurs, je vais en tester à Bardenas bientôt. Trop bien. Voilà. Vous rapporterez ça comme vidéo. Et mais j'ai pas trop fait gaffe aux vélos. Tu sais, j'ai pas les qui se portent sur les vélos en fait. Je crois. Ouais, je pense qu'il y en avait, mais pas, si on avait, mais franchement, je crois pas. Mais si on avait, ça m'a pas fait tilt quoi. Désolé Ken. Il n'y a pas de problème, t'en fais pas, y a aucun souci. Il n'y a pas de souci. Et on va se retourner vers Ken si la clim ne t'a pas achevé avec un petit coup dans la nuque. Moi, ça va, je suis pas. Il est un peu loin, ça va. Je suis un peu fatigué, mais je suis plus loin de la clim, donc ça. Est-ce que tu te sens de nous développer une des news que tu as mis de côté
notamment sur le train électrique. Ah, le train infini, le train de l'infini. Avez-vous vu le film Demon Slayer, le train de l'infini? Non, pas vu ici. Marie, tu l'as vu en 40 minutes. Quoi. 40 minutes Ouais, je vais me barrer après. 40 minutes. Eh bien, sachez que la société australienne Fortescue vient de développer, pardonnez-moi, un train infini. Un train qui n'a besoin d'aucune source d'alimentation, quelle qu'elle soit, pour fonctionner. Je vois évidemment Maxildan froncer les sourcils et a raison. Quelle est cette sorcellerie ? De la sorcellerie, et on est presque dans la sorcellerie, mais pas vraiment. C'est un train qui se recharge grâce à l'énergie gravitationnelle. Donc globalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Il s'agit de rattraper l'énergie potentielle produite en descente pour recharger des batteries. Ce train a coûté 50 millions de dollars et équipé de 54 locomotives opérationnelles transportant 16 rames en tout, mesure environ, tenez-vous bien la taille du train, 2,8 km de long. C'est un train de transport de marchandises, notamment de minerais. Il exporte 34 tonnes de minerais de fer à chaque aller-retour, et ce qui est assez ouf, c'est que avant, c'était des trains diesel qui étaient utilisés pour transporter ces minerais. Et bon, on va dire que les trains avaient une consommation annuelle un peu grande. Sauriez-vous deviner le nombre de litres de diesel consommés par un train transportant des minerais de fer en Australie en 2021? Je vous laisse juste le nombre de litres du train. Le nombre de litres d'essence, en effet, diesel, consommé par ce train en 2021. Allez, 7 millions. 7 millions, Nelly. 7 millions de litres. 7 millions de litres de diesel, toi tu bois. Moi, je trouve que ça fait énormément. Mais ça fait trop énorme. Moins d'un million. Moins d'un million, on est un peu plus réaliste ici. Marie Palot. 800 000. 800 000 litres. Ouais. 82 millions de litres de J'étais si loin. diesel. Il est chiant. Anticipant la hausse du coût des carburants absolument pharaonique. Puis moi, je rentre dedans. En plus. Après, il faut c'est chaud. Faut bien comprendre, mais je pourrais vous faire exactement le même genre de rapport sur les bateaux cargo qui transportent des marchandises ou les avions qui transportent des marchandises. Les transports en commun de fret consomment énormément. 82 millions de... C'est pour ça que je rigole toujours un peu quand on stigmatise les pauvres petits travailleurs qui vont travailler en voiture, tu vois, chez eux. On leur dit « t'es pas bien, tu pollues, t'es un enfoiré, tu consommes de l'essence ». Alors que derrière, mon gars, mais c'est quand tu l'as fait à 7 millions, en fait, je me suis dit, c'est 70 balles quand tu fais le plein sur ta caisse. On va dire que tu le fais une fois par mois. On va dire que ça fait un peu plus de 700 par an. Disons que le train, c'est peut-être 1000 ou 10 000 fois plus. Et on rajoute des zéros. C'est ça. J'étais pas trop loin, sauf qu'en fait, c'est 10 ou 100 000 fois plus, en fait. Exactement. 10 fois plus. Abusé. Je vous rapporte évidemment au dernier épisode de Let's Go. Je vous avais fait un petit rapport sur la consommation énergétique sans prendre en compte d'ailleurs la consommation énergétique de carburant mondial. De toute façon, le tertiaire, l'industrie de manière générale sont les plus gros consommateurs. Ça prend en compte évidemment l'aviation. Bon, c'est pas grave. Sachez que ça représente ni plus ni moins que 11% des consommations d'essence annuelles de l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a quand même 90% de plus d'essence consommée par cette entreprise de base. En développant ce train, le train va pouvoir se dépasser électriquement sur toutes les phases plates et d'ascension et se freiner dans les phases de descente pour, grâce à son poids gigantesque, régénérer la totalité de ses batteries. Ça veut dire que le circuit, il fait ça, quoi. Oui, le circuit fait ça. Donc, on consomme de l'essence pour monter, ou on laisse pas mal le train circuler en roue libre dans certains moments, et en descente, on régénère les batteries. Ça permet de ne quasiment jamais avoir à recharger le train. Leur système est très performant, et ces 50 millions investis vont être extrêmement rapidement rentabilisé puisque le train n'a plus besoin de carburant pour fonctionner. Voilà, c'est un train qui... à 2 € le litre. Oui, c'est ça. En 2 ans, c'est rentabilisé. Le train de l'infini équipera la totalité de la flotte de Fortescue d'ici 2030. Voilà, une volonté
assez intéressante de la part de cette entreprise, en vérité, de faire des économies. Et c'est ça qui est triste à marquer, Marie. On est tous en PLS. Ah ouais? Il y en a dans le chat, désolé, hein, c'est qui respire? Je crois que là, on est tous au bout de notre vie. Ouais. Écoutez bien là. Voilà. Ouais, on a une petite boutonnée. En tout cas, intéressant, ça fait que trouver l'équilibre énergétique entre l'énergie dépensée pour monter et l'énergie générée dans une descente est très difficile à avoir. Certaines centrales, dites centrales de conservation de l'énergie, avaient, dans le nord de l'Europe, développé des centrales où on chargeait de l'énergie en montant des immenses wagonnets le haut d'une montagne, tu vois, et en faisant descendre ce wagonnet, en fait, on va récupérer littéralement l'énergie produite par le wagonnet en descente, ce qui permet d'avoir, on va dire, à l'instar d'une batterie classique qui conserve l'énergie, un rendement de près de 60% de l'énergie conservée. C'est un moyen de stocker de l'énergie qui est aussi pas trop mal. Là, on arrive à quasiment 80% de rendement énergétique, ce qui est plutôt bon. Donc, arrivé à un moment, il faudra quand même un peu recharger le train. Mais l'idée de l'infinité et de trouver cet équilibre énergétique entre les dépenses énergétiques et le gain énergétique via les nouveaux systèmes reste quelque chose de très intéressant. Il faut, cela dit, accepter de ralentir en descente. Voilà, ce qui n'est évidemment pas toujours adapté au secteur automobile. Mais voilà, ça existe dans le train, c'est développé, ça fonctionne. Et ça fait partie aussi des solutions de mobilité peut-être d'avenir. Marie. Quand tu dis que c'est le train de l'infini, c'est le train de l'infini parce que c'est long et grand. Et donc, c'est une manière un peu poétique de dire c'est infini, mais il y a bien une fin. Non, c'est infini parce qu'il n'a pas besoin de. En fait, il a besoin de personne pour fonctionner et il n'a pas besoin d'être rechargé. Il n'y a pas. C'est ça son infinité, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Voilà, tu le mets sur les rails, il marche. Il se recharge tout seul. Il n'y a pas besoin d'intervention extérieure. Il roule tout seul. Il n'y a pas besoin d'intervention extérieure. Econix demande il y a bien un moment où il y a un apport d'énergie. Oui, bah oui, pour le faire avancer, pour le faire grimper, bien sûr. Mais je dis, ils essayent d'avoir un rapport entre la dépense énergétique et le gain énergétique en descente qui est de 80%. Ce rapport permet de prolonger la durée de vie du train sur des distances quand même assez importantes, très 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 longtemps. C'est pour ça qu'il appelle le train de l'infini. Mais évidemment, je vous dis ici que c'est pas vraiment infini. Ah, d'accord. On n'est jamais capable de récupérer 100% de l'énergie dépensée parce qu'il y a des pertes absolument partout. Mais on arrive. Mais il s'arrêtera pas, quoi. On arrive à un rendement fou. Non, de toute façon, sur un trajet classique, il s'arrêtera pas. Et même, il peut faire jusqu'à 10 trajets sans avoir aucun souci de recharge. C'est-à-dire qu'il se recharge tout seul. Le mouvement perpétuel. Juste sur l'énergie produite en descendant. Le mouvement perpétuel existe donc ? Le mouvement perpétuel existe. Bon, on va dire que dans le cadre de la mobilité où les frottements sont de bonne aloi, quoi qu'il arrive, ça reste toujours un peu compliqué, mais on arrive quand même à des rendements pas mal. Et le train, et pour cela, on va dire le frottement fer-fer est plutôt assez top en temps de rendement. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de pneus aussi sur nos trains de grande distance et qu'on est resté, on va dire, au chemin de fer classique. Voilà. Dans les montées, tu dépenses de l'énergie. Enfin, voilà, vous dépensez de l'énergie dans les montées, vous en regagnez dans les descentes, vous dépensez de l'énergie dans les montées, vous en regagnez dans les descentes, roue libre en ligne droite. Enfin, voilà, vous comprenez le truc. Très bien. Les gens demandent, ça marche qu'en montagne ? Ça marche dans des terrains vallonnés. Voilà. D'accord. Et oui, effectivement. Oui, parce qu'il faut que tu aies autant de montées et de descentes à chaque fois pour récupérer de l'énergie, quoi. Exactement. Voilà, mais on va dire cumuler, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de déserts aussi en Australie. Cumuler sur une immense distance avec peut-être d'autres moyens de recharge énergétique, peut-être que ces 20% que l'on n'arrive pas à avoir avec le train, on pourrait les récupérer. Je ne sais pas, des panneaux solaires sur la totalité de la surface des locomotives, peut-être une éolienne qui charge aussi une partie des batteries. Il y a moyen, les ingénieurs travaillent à cet équilibre énergétique et travaillent évidemment au meilleur rendement possible sur ces outils de mobilité. C'est important. À partir du moment où on a, on va dire, une autonomie énergétique, surtout sur les transports qui sont inévitables et qui sont très répétés, eh bien, c'est des économies de ouf pour les industriels. Et c'est avant tout pour ça que ça joue la carte du moins de diesel. Hein. Ne nous mentons pas. Eh bien, merci pour ce point d'éclaircissement assez incroyable, 80% comme vous dites dans le chat. Je lis un peu de tout dans le chat, pas forcément toujours les bonnes choses. Il y en a un qui parlait des frottements de sa femme. Les frottements de sa femme. Ouais, je prêche on parlait des frottements de votre femme, la perte énergétique en plein frottement. Ce sera dans une autre typologie d'émission. On va aller sur, on ne le sait pas. Transition, le leasing du côté direct. Oh bah oui, direct. Hein.
Pourquoi tu voulais parler peut-être Bon, parce qu'il y avait un peu d'actu, mais si tu veux... alors vas-y, parle-moi des bornes inutiles, par exemple. On peut parler de ça, effectivement, quelques bornes inutiles. Alors, c'est pas vraiment une question, hein, c'est une affirmation. Il y a des bornes inutiles en France, puisque, à votre avis, combien y a-t-il de bornes installées, de bornes de recharge électrique pour véhicules personnels en France? Ouais, avec même ceux installés par des particuliers. Des recharges qui sont ouvertes au public. Ok, des recharges publiques, 3500, un truc comme ça, non? Combien? 3500? C'est tout? D'accord. C'est tout? Peut-être 11 000? 11 000? Non, moins de 10, moi je dis. D'accord. Il y en a 55 515. C'est énorme. Nous sommes dans le futur. Donc tu te dis, 55 515 points de recharge ouverts au public, c'est vachement bien. En plus, c'est une hausse de 53% de leur nombre en un an. Donc ça veut dire que vraiment l'implantation accélère de ouf. C'est pas là qu'ils sont bien implantés, quoi. C'est des bonnes nouvelles. Il y en a vraiment partout. C'est impressionnant. Sauf qu'en fait, parmi ces 55 515 points de recharge, à votre avis, quel pourcentage sont des bornes lentes? Alors qu'est-ce que tu appelles borne lente? Ça veut dire qu'elle charge à moins de... 50, non je vais pas dire de bêtises, à moins de... Je dis pas de conneries, attends, bouge pas. À moins de 22. Ouais, c'est 22. Genre, il te faut toute une nuit pour recharger ta bagnole. À moins de 22 kW. Je vous pose la question. Bon, c'est plus de la moitié. En gros, c'est 7,4 jusqu'à 22. Et après, c'est des bornes qu'on dit rapides. Eh ben la moitié, oui. Puisque tu dis qu'il y a une augmentation de 50%, c'est que la moitié était peut-être un peu obsolète. Il y en a une dans mon petit village, à moi. Elle n'est jamais utilisée. Voilà. Eh bien, vous êtes loin du compte, les amis. 70. 93%. C'est normal, c'est comme limite une prise de courant en plus, tu vois, donc c'est facile à installer. C'est de la merde. Donc 93% des bornes de recharge publiques sont des bornes à 22 kW ou moins. Autant vous dire qu'elles sont absolument useless, puisqu'en plus, ce sont des bornes qui ne sont pas placées dans des lieux où tu restes. C'est vraiment des endroits où de mobilité. Tu viens avec ta voiture, tu te poses, tu charges et tu repars. Sauf que ça n'a aucun sens puisque ce sont des bornes qui rechargent à peu près 100 km en 3 heures. C'est juste... Pas une aire d'autoroute, quoi. Et ça, 100 km en 3 heures, pour vous donner une idée, tu vas sur un superchargeur Tesla, ça prend 3 minutes. Hein, voilà. Donc là, c'est quand même très problématique. Ce qui veut dire que, effectivement, sur ces 55 515 points de recharge, tu en as 51 629 qui puent la merde et que personne n'a envie d'utiliser. D'ailleurs, sauf en arrêt de nuit, quoi. Oui, sauf en arrêt de nuit, effectivement. Mais le truc, c'est que certaines bornes que tu peux trouver sur des hôtels ou autres sont plutôt rapides, justement. Oui, parce que ça attire les clients. Clairement, ça donne pas envie de t'en acheter une, quoi. Ça donne pas. C'est bien le problème, c'est que du coup, ça fait partie des freins à l'achat de l'électrique et ça ne donne pas envie d'en acheter. Alors, quand vous allez sur des applications qui vous donnent les bornes électriques disponibles autour de chez vous, il fait pas le distinguo aussi. Vous pouvez choisir lent, moyen ou très rapide. Alors sur celles qui sont très rapides, est-ce que c'est plutôt espacé en France ou est-ce que c'est plutôt tout concentré à peu près dans les centres-villes? C'est espacé sauf en Normandie, où il n'y en a pas. C'est un peu ça. Alors c'est espacé, c'est vrai que la Normandie est un peu un no man's land de ce côté-là, même si ça va venir évidemment avec le temps. Mais globalement, tu peux traverser toute la France en utilisant que des chargeurs rapides. C'est pas un problème. Le seul truc, c'est que il va peut-être falloir que tu fasses un peu plus d'arrêt, ou ça va être un petit peu moins optimisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas t'arrêter pour charger alors que ta batterie, elle était encore à 30%, alors que tu aurais voulu peut-être aller un petit peu plus loin pour charger quand elle était à 5%, tu vois, histoire d'optimiser au maximum. Ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, il y a encore un petit peu de travail sur ça. Et en fait, on se rend compte de la supercherie des installations électriques. C'est que il y a deux choses. La première, c'est qu'on a envie d'annoncer qu'on en a mis plein partout. Donc du coup, on en fait plein, mais on prend des trucs qui coûtent pas cher, et en général, quand c'est pas cher, c'est de la merde. Et le deuxième truc, c'est aussi un mélange d'incompétence / ignorance de nos administrations, qui en fait signent des devis avec des sociétés pour installer ce genre de bornes. En fait, ils se font complètement avoir parce que la société leur dit oui, bien sûr, je vous mets une prise, n'importe quel véhicule peut se brancher dessus et tout. Le mec, il signe, il balance ses milliers d'euros et à la fin, ta prise, elle pue la merde et personne ne veut l'utiliser. C'est vrai. Marie. Les constructeurs ne râlent pas?
Parce que ça a forcément un impact sur les ventes ou les non-ventes que tu veux dire. de voitures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'acheter un véhicule électrique, j'apprends cette news. T'as plus envie de t'en acheter, c'est chiant. C'est sûr. Je sais pas qui râle, en tout cas. Après, les constructeurs, logiquement, ils ont des offres pour t'installer ta borne électrique, généralement chez toi, gratos, machin et tout. Mais c'est pas possible pour tous les achats. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Par exemple, effectivement, la cadence d'installation accélère. Les prises rapides se font aussi de plus en plus fréquentes, puisque en fait les bornes les plus lentes, c'est aussi souvent celles qui datent un peu, c'est aussi parmi les premières à avoir été installées. Et plus le temps passe, plus les décideurs aussi sont au courant de ce qu'il faut acheter, de ce qu'il ne faut pas acheter, de ce qu'il faut changer ou pas. Les installateurs aussi essaient de te proposer des choses qui sont vraiment efficientes. Donc ça change un petit peu. Et pour le coup, sur les installations de points de recharge rapide, il y a quand même 64% des aires de services autoroutières qui sont raccordées pour avoir effectivement des zones de chargement rapide. Donc, très rapidement, on va quand même avoir a priori... Ça ne veut pas dire qu'il y en a sur toutes les aires d'autoroute. Ça veut pas dire qu'il y en a sur toutes les aires d'autoroute, mais elles sont raccordées. Elles sont raccordées. Tu as à peu près 65% des aires qui sont raccordées. Donc, d'ici à 2025... ça devrait quand même accélérer très très fort. Toutes les 40 km sur une autoroute, tu es sûr de trouver une borne de recharge électrique d'ici 2025. C'est ça. Là, l'enjeu, c'est vraiment l'envie d'acheter un véhicule électrique sans avoir la peur de la panne sèche. Oui, bien sûr. Voilà. Et je peux vous dire tu peux avoir en ce moment au prix de l'essence. En vrai, en ce moment, t'as peur que ta carte elle passe plus. Donc en fait, tu pas en ce moment, envie de te dire. Ouais, sérieusement, en ce moment, j'ai du mal à sortir. Qu'est-ce qu'on achète du coup? Voilà, on sait plus. L'essence c'est cher, l'électrique, les bornes c'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on fait Moi j'ai la solution, j'arrête pas de le dire depuis des années, mais personne n'écoute, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et moi, après je mets combien de jours pour venir jusqu'à l'émission de chez moi? Écoute la volonté. Il y a le train, énergie, continue. Pour l'ascenseur, un étage, c'est mécanique. Est-ce que je peux faire la passe D du côté de Ken pour parler du prix de la hausse on va déprimer. Allez, déprimons bien entendu, vous n'êtes pas... Ken, pourquoi c'est cher? Bon, je ne vais pas rentrer dans ces histoires géopolitiques, ça n'est absolument pas mon rôle. Je fais un constat, les prix de l'essence augmentent et ils ne sont pas prêts de diminuer. À côté de la borne BP, juste dans le 92 chez moi, tous les prix sont à 2,1. Donc, quel que soit le diesel, l'essence 98, l'éthanol 85 ou le samplon... comme en 95, tout a dépassé 2 €. Sur l'ensemble de la France, on a atteint les 1,09 €. Alors dites-nous si vous avez un village d'irréductibles gaulois qui a encore un prix à la pompe inférieur à 1,9 €. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi. Toi encore? Ouais. C'est cool, c'est vraiment cool. Mais malheureusement, je viens avec des mauvaises nouvelles. Ça n'est pas prêt d'arrêter. Le prix du baril va continuer de s'envoler et s'envoler très vite. En 16 jours, les prix sont montés de 16 centimes en moyenne. C'est juste hallucinant. On a encore des résistants à 1,84. C'est beau. Et voici maintenant le graphique. Donc au 4 mars 2022, source AFP, grâce à Will Tupac Pointu. 1,96, 1,89, 1,88. C'est tout simplement hallucinant. Je vous spoil, on n'a quasiment jamais vu ça et ça ne va absolument pas s'arrêter. Je vois les prix de l'essence s'envoler à vue d'œil, vraiment à vue d'œil. J'ironisais avec le moins de 2 € juste avant de partir en vacances en marquant le tweet soon. Je reviens de vacances, les prix sont juste hallucinants. Ça ne veut rien dire du tout. Comment lutter contre cette envolée de l'essence? Vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça qui est vraiment terrible, c'est que certains s'organisent actuellement. Alors, on voit tout un tas de sites, de groupes Facebook se créer sur la récupération des huiles de friture ou sur du bioéthanol. Les mecs, ils sont déter. Le partage du rouge, qui est donc le fuel de... le fuel agricole ou le fuel de chauffage, évidemment interdit par l'État. Pour le moment, l'État ne réagit pas et ne compte pas baisser les taxes. Et tout ça va augmenter de plus en plus. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Se ruer sur les stations-service, j'imagine, pour faire le plein.
En fait, si, tu peux te trouver sur les stations-service pour faire le plein si tu veux, mais... En vrai, là, il faut faire plus que jamais du covoit, Le des seul choses moyen, comme ça. exactement, c'est de réduire ces déplacements automobiles, covoiturage, non prise de voiture et bien, choix de transport différents. Il est évident que certaines personnes ont un besoin vital de leur voiture pour aller travailler. Voilà. Mais, et je vous avais fait le dossier ici dans Let's Go, encore aujourd'hui, 54% des travailleurs vivant à moins de 2 km de leur travail utilisent leur voiture. Ça, c'est dingue, ça. 76% des travailleurs français utilisent leur voiture pour aller au travail. C'est la réalité. Peut-être que ce n'est pas votre cas, peut-être que de toute façon vous n'avez pas de bagnole et vous n'entrez pas ça, mais c'est la réalité actuellement en France. Je ne vais pas dire que c'est inadmissible parce qu'il y a des gens en mobilité réduite, des gens avec des grosses problématiques, familles nombreuses, etc. Bon, sans voiture, on est d'accord, on va se compliquer réellement la vie. Mais parmi ces 56%, allez pas me dire que sur 2 km de trajet, personne ne peut aller à pied au taf ou prendre un putain de vélo, les transports en commun. Ça n'est pas possible, Je ne peux pas l'entendre, c'est absolument impossible. Et je le constate réellement tous les jours, ne serait-ce que dans ma copropriété. Voilà, des gens qui vont travailler tous les jours avec moi à Levallois-Perret. J'habite à 6 km de Levallois. Évidemment que je ne vais pas prendre de voiture pour faire ça. Statistique déprimante, vraiment déprimante, que je vous ai trouvé juste ici. Le rapport au prix du SMIC horaire. Actuellement, le SMIC horaire est à 10,57 € de l'heure. Donc vous gagnez au SMIC horaire, c'est-à-dire le salaire moyen minimum conseillé, 10 balles par l'heure. En 2017, ça représentait 7 litres d'essence. Voilà, c'est-à-dire qu'avec 1 heure de travail, vous pouviez acheter 7 litres d'essence. Aujourd'hui, ça représente 5,2 litres d'essence, c'est-à-dire que nous sommes de retour littéralement en 1890, c'est ça? Non, même encore un peu avant que 1880, en termes de rapport au salaire minimum conseillé et le prix de l'essence. Je suis désolé, je ne suis pas là en campagne, mais c'est inadmissible. Ouais. Et évidemment que bon nombre de Français sont pris en otage de tout ça. Il va falloir faire des efforts, s'organiser par rapport à ça. Mais malheureusement, il n'y a pas de solution. Donc, l'idée, c'est de ne pas attendre une seconde de plus. Si vous avez des moyens de changer vos moyens de déplacement, quels qu'ils soient, faites-le. Faites-le parce que ça va vous coûter très cher et ça va juste vous bouffer. Il n'y a plus de plaisir à consommer autant d'essence et à faire un plein de 100 €. Il n'y a pas de plaisir. Tu te rends compte, tu as ton réservoir de 50 litres, tu fais 2 points. 2 pleins, putain, ça coûte 200 balles. 200 balles, vous vous rendez compte le prix que c'est? C'est un cinquième ou quasiment un sixième du SMIC. Puis il suffit que tu aies besoin de le faire sur l'autoroute comme moi régulièrement. Quand je fais mes trajets pour venir là, j'ai pas le choix que de m'arrêter sur l'autoroute à un moment donné et c'est abusé, c'est hyper cher. Voilà, donc le rapport à la mobilité, le rapport à l'automobile est en train de changer, évidemment dû au prix à l'essence. Bien sûr, il existe des alternatives de carburant à équiper dans vos voitures et ceux qui ont la chance de pouvoir utiliser ces alternatives, grand bien le fasse, mais quoi qu'il arrive, il faut s'organiser et il est peut-être temps de changer de moyen de mobilité, quitte à sacrifier un tout petit peu d'investissement. Rendez-vous compte, quand je dis 2 pleins d'essence, c'est l'équivalent d'un vélo qui fera 2 km sans aucun problème pour vous accompagner au taf. Vous pouvez faire du télétravail, prendre votre véhicule si jamais la pluie, ça vous emmerde. Mais même si vous prenez votre véhicule durant la pluie, uniquement durant la pluie, et que vous faites tous les transports à vélo ou à pied, vous allez tellement consommer moins. Il faut réellement faire quelque chose parce que sinon c'est... Est-ce qu'on n'a pas des véhicules je pense, j'essaie d'avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Un véhicule électrique, relativement petit, 1 ou 2 places, qui aurait un coût relativement contenu, ça veut dire, allez, maximum 5 000 €. Ça existe ou pas? Est-ce que la Citroën Ami rentre dans ces... Oui, tu peux faire ça et ça peut être une bonne aide. Mais je pensais à la Super Soco, la 50 qu'on avait montrée là. Effectivement, tu enlèves la batterie, tu la charges chez toi, c'est électrique, tu n'as pas besoin de pédaler pour faire, quand bien même ton taf serait à 10 bornes, ça fonctionne. Je ne peux pas parler pour les autres parce que ma situation est différente des autres. J'habite à 6 km du travail, je n'ai pas d'enfant.
Voilà. Et ma famille habite à plus de 250 km de mon lieu de vie. Voilà, ça c'est ma situation personnelle, c'est pas la situation de tout le monde. Un moyen et un engin de mobilité, ça s'adapte à ta situation à toi. Ouais. Mais aujourd'hui, on a trop tendance à ne pas faire ça, à acheter le Renault Arcana, pardonnez-moi, de merde, parce que c'est les sensations fortes de la pub des Jeux Olympiques. Et faire 2 km avec. Et ça, c'est... c'est ça. Voilà, point final. Là, il faut que ça s'arrête immédiatement, parce que c'est pas possible. Et c'est trop triste qu'on en arrive là. Voilà, c'est encore de toute façon les plus pauvres qui vont bouffer, c'est sûr. Parce que le mec qui a une Porsche, il n'en a rien à branler, que l'essence soit à 2 €. Il va même la payer à la pompe de Marie Palot, encore plus cher pour se la raconter, tu vois. Mais attends, c'était la pompe de Nanix, hein. Oui, c'est ça, oui. Dans le 11e avec son caviar en vitrine, là. Mais pour une grande partie des gens, moi je pense à ma maman, je pense tout le temps à ma maman. Ma maman, c'est pas possible. Elle ne peut plus se déplacer avec le salaire qu'elle a. Elle est à 20 km du travail. Ouais. Elle est en motorisation essence avec une Renault Bonus, qui lui est très difficile de changer au regard de son salaire et au regard de la distance qu'elle a. Elle a fait le choix du télétravail, mais il faut évidemment que l'employeur soit d'accord. Okay, et l'employeur ne peut pas participer ? L'employeur peut participer à tes déplacements, notamment au niveau des transports en commun, mais je pense beaucoup à tous ceux qui habitent en campagne. Il y a la moitié de ton essence, mais c'est pareil. Tu vois, maman qui vit seule, qui a des courses à faire parfois lourdes. Désolé, une voiture, c'est quand même l'outil le plus pratique. Maintenant, investir dans une voiture électrique qui pourrait être l'outil de mobilité parfait pour elle serait vraiment top. Elle est vraiment pensée voiture électrique. Elle a un grand garage, elle branche à la prise, ça recharge à temps. Mais ça coûte trop cher, c'est abusé. Elle peut pas acheter, même d'occasion, une voiture électrique à 10 000 balles aujourd'hui, même en revendant sa Modus 2 000 €. Une Citroën Ami neuve, ça coûte 7 500 € et ça aurait quand même un défaut notable. 40 km truc sur la nationale. Ouais, ça veut dire que tu peux pas, tu veux aller dans la grande ville voisine où il faut prendre une nationale, t'es mort. Donc ça reste pas la solution idéale, quoi. Faudrait un genre de Citroën Ami, mais qui peut aller à 110. Voilà, déjà un truc qui va à 110, comme une 125, tu vois, à moto, c'est déjà pas mal. Ouais, qui soit étanche aussi. Tout à fait. Oui, étanche. Parce que la Citroën Ami, l'eau elle rentre dedans. Ouais, carrément. Ouais, de ouf. Ah ouais? Oui. Non. Le vélo que je vous ai proposé à 14 000 balles. Évidemment, 14 000 balles un vélo. Non, je dis, il faut adapter sa mobilité, évidemment, en fonction de votre situation, mais réfléchissez-y tout de suite. C'est tout de suite qu'il faut optimiser. Vous ferez des économies de ouf malade. Et je pense à tous ceux qui travaillent en ville, on va dire dans des banlieues proches des centres-villes. Vous n'imaginez pas, dès que vous êtes à moins de 10 km de votre travail, vous pouvez utiliser une trottinette électrique, vous pouvez utiliser un vélo, vous pouvez utiliser des transports en commun, même si c'est pas agréable, même s'il y a beaucoup de personnes autour de toi, mais il y a des alternatives. Et bien sûr, il faut que les gens fassent des efforts, mais il faut aussi que les entreprises aident les gens dans ces déplacements à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas fonctionner au niveau travail humain avec 50% des personnes qui font des trajets voiture de 2 km pour aller travailler tous les jours. Et ce prix du carburant-là, c'est à la fois indécent et aussi un gaspillage qui te fait péter un câble, toute forme d'optimisation de build dans Elden Ring. Le retour de la calèche. Et puis là, je pense même moi, mais comme beaucoup de gens en moto, voiture, là, les roulages sur circuit, je peux dire que ça va piquer. Et là, tu sais, t'es en train de te dire. J'ose même pas imaginer pour le sport automobile, mais c'est ça. Tu n'es pas sans savoir que ça reste quand même un sport assez friqué avec des gens qui ont quand même relativement. Pas forcément la moto. Ouais. La voiture, oui, mais pas forcément la moto. La moto aussi sur circuit, c'est très différent de l'automobile. C'est pas forcément des gens friqués. Il y a beaucoup de gens qui d'ailleurs se privent de gros repas, de resto, etc. parce qu'ils préfèrent aller se faire un week-end sur circuit. C'est à cause de où là? Je commence à être malade. Tu vois, je commence à perdre ma voix. Qu'est-ce qui se passe? Elle perd sa voix ou elle est émotive? Il y a quelque chose. Non. Je vais perdre ma voix. Tu comprends? Je peux plus faire de resto. Alors, d'accord, mais moi je fais des tours de moto. Okay. Non, mais je parle pas forcément pour moi, mais je parle. J'en connais quand même beaucoup et c'est pas. Ils doivent se pour le coup, moto sur circuit, c'est plus populaire quand même que voilà. Je pense que c'est la bonne période pour changer de moyen de mobilité, vraiment. Ouais, après, encore faut-il avoir les moyens, c'est vrai. Après, un petit crédit à la consommation peut peut-être vous sauver les miches aussi. Je reviens sur la Citroën Ami parce que je trouvais ça intéressant ce qu'on disait. Effectivement, il y a des problèmes d'étanchéité. Ils ont rappelé la plupart des Citroën Ami qui ont été vendus
pour faire ce qu'ils appellent une campagne de contrôle et de modernisation pour vérifier l'étanchéité, pour vérifier les portes, parce qu'apparemment ils avaient des problèmes sur les systèmes d'ouverture et de fermeture, donc concrètement les serrures qui peuvent se bloquer et qui font que tu ne peux plus accéder à ta bagnole même quand c'est la tienne, les moteurs d'essuie-glace qui bug, les systèmes électriques, les batteries, les problèmes de soudure, de soubassement, le capteur de frein à main. C'est un Lego la bagnole. Bon, un peu dommage. L'idée était pas mauvaise, mais apparemment il y a encore un petit peu de Cette voiture a énormément de succès, notamment au niveau des très jeunes et des personnes âgées. Là où d'ailleurs les voitures sans permis trouvent généralement des acheteurs. Ils ont rappelé l'ensemble du parc. Oui. L'ensemble. Tesla a rappelé ses voitures aussi. Oui, mais pas l'ensemble, frère. C'est énorme. Disputez-vous, j'adore ça. Il y a plein de gens dans le chat qui demandent si finalement l'éthanol, ce n'est pas la solution. J'ai vu au moins 20 commentaires. Je le dis depuis... Alors, il y a le Brésil qui travaille beaucoup sur les biocarburants et le bioéthanol. L'idée comme quoi on va remplacer notre mobilité en brûlant et en utilisant des denrées alimentaires est une débilité sans nom. Je pense sincèrement, vraiment, c'est débile de cramer de la bouffe. Déjà qu'il n'y en a pas pour tout le monde sur Terre. Oui, bah alors c'est pas fait pour. Hein. Je sais plus. J'avais regardé un truc dessus, mais justement, il y avait faudrait que je le retrouve. Mais il prouvait bien que c'était pas quelque chose que tu pouvais manger, que c'était pas fait pour, que ça t'enlevait pas. Enfin, faudrait que je retrouve ça. C'était vertueux, quoi. Oui, non, mais bien sûr. Mais même si tu n'utilises pas, en tout cas, la biologie poussée pour faire du carburant en tant que nourriture, ce sont quand même des sols qui sont utilisés pour faire pousser des choses pour se déplacer. Alors qu'on peut se déplacer sans faire pousser des choses. Tu vois, on crame les déchets liés à la production alimentaire. Et les gens disent ça ne limite pas les émissions. Blablabla, c'est pas la bouffe, ce sont les restes. Bon, bref, oui. C'est de la betterave. Quand même, aujourd'hui, on arrive à fabriquer du bioéthanol avec une grande partie de déchets d'arbres compostés. Voilà, oui, le Canada travaille sur ce genre de technologie. Oui, d'accord, ce sera toujours un carburant qui est et restera minoritaire dans le... On parle aussi de l'hydrogène, évidemment. L'hydrogène a exactement, voire même plus de problèmes, encore une fois, que l'essence, parce que certes, les émissions de CO2 sont nulles sur le moteur à hydrogène, puisque c'est globalement des moteurs électriques alimentés par une pile à combustible. Mais l'hydrogène, il faut le fabriquer, ça coûte évidemment de l'énergie en centrale, énergie qui provoque des pertes, et le rendement énergétique n'est pas de 1. Autre chose, cet hydrogène, il faut l'acheminer. Ça n'arrive pas directement chez toi. Je vais pas faire le relou, et les pauvres ont froid ici. Mais je te jure, voilà, c'est tous couvert. C'est une vanne, quoi. Que ce soit ton énergie corporelle pour pédaler, tu le produis dès que tu manges chaque jour. Que ce soit l'électricité, tu peux les produire de façon totalement vert. Voilà, et pour alimenter des clims. Donc pourquoi est-ce que vous voulez encore une fois contourner les choses et trouver encore des ramifications et des solutions à un système qui ne fonctionne pas? Gagner du temps. Pourquoi vous cherchez toujours des excuses? Mais ouais, on pourrait faire ça. Non, enfin, putain, la solution, elle est là. L'énergie, elle est partout, tu vois. Et tout le monde s'en branle. L'énergie, c'est de l'électricité. Voilà, point final. Pourquoi est-ce que vous voulez faire des ramifications de merde partout? Voilà, utiliser l'électricité et puis c'est tout. Ouais, mais ça va augmenter à un moment. Oui, bah, c'est déjà cher l'électricité. Ah ouais. Mais bon, c'est aussi une technologie qui est comment? Parce que là, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit bioéthanol à 64%. T'énerve pas trop, Ken, tu vieillis. Je veux aider les gens. 74 centimes chez moi. J'ai passé ma voiture légalement à l'éthanol. Il y en a pour 800 €, mais je fais un plein à 35 au lieu de 85. C'est rentable, mais c'est de la ramification. Et c'est sûr, mais même dans les à court terme, on va dire, c'est OK tiers. Exactement. Mais il y a un moment donné, ça suffira plus. Chaque cas est différent. Voilà. Et par contre, apparemment, stigmatiser évidemment les gens. Je leur dis que ça va empirer. Ça va empirer. C'est sûr, ce que disent les prédictions. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Changez tout de suite de moyens de mobilité. Adaptez-vous à de nouveaux moyens de mobilité. Sinon, vous allez vraiment avoir des trous dans vos budgets
absolument gigantesque. Bonjour Rémi, qui est au fond de... Parce que moi, je regarde... Il rentre par partout, les techniciens sont d'accord. C'est très bien. Puisqu'on parle d'essence, rapidement, une petite idée reçue qu'on peut faire sauter aussi. Alors, ça ne va pas vous faire économiser des milliers et des cents, mais c'est toujours ça de prix. Si dans votre moto, alors je parle bien des motos, si vous aviez l'habitude de mettre du samplon 98, en vous disant oui, mais c'est mieux pour le moteur parce que voilà, ça évite les détonations, tout ça, parce qu'on rappelle le 98, 95, etc. C'est l'indice d'octane du carburant qui est censé justement éviter les détonations et éviter ce qu'on appelle les cliquetis. C'est censé être meilleur pour le moteur. Le truc, c'est que les moteurs de moto sont en fait développés pour tirer parti au maximum du samplon 95. Et du coup, mettre du 98, c'est pas mauvais. Mais les réservoirs sont quand même relativement petits et les moteurs tellement adaptés au 95 qu'en fait, la différence entre du 95 et du 98 est quasi nulle. C'est-à-dire que si tu te penches en fait sur les résultats qu'on peut trouver dans les ateliers et sur les réparations de motos, en fait, entre une moto qui a roulé uniquement au 98 et une moto qui a roulé uniquement au 95, il n'y a aucune diff. Donc vous pouvez économiser quelques centimes, les amis, rouler au 95 en moto, c'est pareil. Voilà. Okay. Très bien. Très bien. Je suis en train de demander un Doliprane pour notre ami Ken qui est en train de... Et une veine qui palpite très dangereusement. Ça, je ne vois ça que dans les shonen. En fait, je suis triste, vraiment, de voir tout ça. Je suis triste. Et globalement, ça me désole que ce soit toujours les gens qui vont payer des situations qu'ils n'ont pas choisies. Mais c'est comme ça depuis quasiment toujours. Ouais. Maintenant... On prévient les gens, ça fait des années et des années qu'on prévient, les scientifiques préviennent les gens. Et pourquoi juste vous n'écoutez pas et vous attendez la dernière minute pour trouver une excuse et dire « Ah ouais, mais en vrai, on nous a menti sur le diesel, c'est pour ça que je suis baisé, tu vois. Et là, je pouvais pas prévoir que l'essence allait augmenter. Frère, putain, ça fait 20 ans que ça augmente. Comment tu peux pas prévoir que l'essence va augmenter ? C'est une denrée qui est finie. » De base, moi, il y en a, c'est cher. T'es quand même un peu dur, Ken, parce que j'entends ce que tu dis, mais je suis désolé, les gens n'ont pas encore d'alternative fiable. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, si le mec, tu lui proposes, si depuis 20 ans, il avait le choix entre l'essence ou l'électrique et que c'était au même prix, tu pourrais lui chier à la gueule. On fait tout trop tard. Mais là, les mecs qui ont de l'électrique, c'est les mecs qui ont les moyens. On fait tout trop tard parce qu'on a botté en touche toute notre foutu life. Voilà. Et que ce soit l'industrie automobile en tête, mais aussi l'énergie, les industries d'énergie. Et lobbies pétroliers qui ont poussé aussi à ce qu'on fasse pas d'électrique, pas de lobby, mais voilà. Tout ce que je dis, c'est qu'on attend toujours que ce soit trop tard pour faire les trucs. Le truc, c'est que c'est pas tout le monde, comme disait dans le chat, c'est pas tout le monde qui peut tout de suite switcher en électrique, c'est un coût. Mais non, c'est ça le problème, bien sûr. Je le conçois. Les gens n'ont plus confiance aussi. Sûr. De se dire, ok, donc ça se trouve, j'ai investir dans un véhicule électrique. On va t'expliquer que ça a bousillé la totalité du monde. Je comprends. Il y a un truc qui bousille pas la totalité du monde. C'est le vélo. C'est le vélo et les pieds. Mettez-vous à pédaler pour faire vos 6 km pour aller au taf. Vous vivrez plus longtemps, vous vous sentirez en meilleure santé et vous serez plus heureux dans votre vie. Et les cul-de-jatte alors ? Riche. J'ai dit les cas particuliers, évidemment, ça ne rentre pas en compte. Évidemment qu'il y a des cas particuliers, des problèmes de santé, des gens en mobilité réduite. Sur la pédale de sa voiture. S'il y avait que des personnes à mobilité réduite seules dans une voiture en agglomération et en ville, il n'y aurait pas de bouchon, d'accord ? Donc, trouvez pas d'excuses. Il a envie de se battre. Il a engagé les clivants. On a d'autres news. Ça fait cher la jante. Tout est cher aujourd'hui. Oui, ça fait l'argent. Juste avant, tant qu'on reste sur l'essence, il y a, comment il s'appelle, Monsieur Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, qui était l'invité de la matinale de France Info. C'était hier. Et qui a expliqué que sur les retours de vacances, Leclerc s'est engagé à vendre l'essence au prix coûtant. Ils peuvent évidemment pas le faire tout le temps, donc là les prix vont revenir à la normale. Il a indiqué que les prix allaient encore augmenter de 8 à 10 centimes.
qu'il demande notamment des aides de l'État. Alors, quand il demande des aides de l'État, ce n'est pas forcément pour lui, mais il explique qu'il serait bon d'orienter les aides de l'État vers ceux qui en ont le plus besoin. En gros, le conducteur de 4x4, eh bien, il prendra son carburant cher s'il le faut et il assumera ses choix. Par contre, les salariés d'entreprise, les médecins qui sont en voiture, etc., là, il faut des chèques ciblés. Donc des aides à l'essence qui seraient ciblées pour certains métiers qui, eux, ont forcément besoin de leur voiture et qui n'ont pas forcément fait le choix d'un gros SUV, d'un 4x4, etc., etc. Voilà. Pour l'idée, il a dit qu'il allait se battre pour continuer à faire en sorte que Leclerc reste le moins cher de France sur les prix du carburant. Mais évidemment, il va falloir un petit peu d'aide de l'État. Encore une fois, que des cas particuliers. Quand tu dis dans le chat, ouais, mais moi j'ai 100 km à faire, ouais, mais moi j'ai 30 km du taf, ouais, mais moi. Mais oui, vous avez ça, oui, vous devez avoir une voiture. Oui, vous êtes obligé d'avoir une voiture. Vous ne représentez pas la masse. Je ne dis pas que voilà, la totalité du monde peut vivre sans voiture, ce serait vraiment complètement débile. Juste, adaptez-vous, et il faut évidemment, dans des cas extrêmes comme ça, aussi que ce soit vos employeurs qui vous aident avec plus de télétravail ou avec des aides énergétiques, enfin des primes énergétiques, et c'est aux entreprises de payer, tu vois. Et sans être un professionnel de l'économie, on est d'accord que c'est un système d'offre et de demande, donc s'il y a moins de demandes d'essence, le prix devrait baisser. Théoriquement, mais j'y crois peu. Bon. C'est tout pour moi. On revient sur ces jantes hors de prix, puisque justement, tu voulais parler de voitures électriques. Bon, pour ceux qui auraient les moyens de s'acheter une Tesla, par exemple, parlons de la Model 3, à savoir la moins chère du lot, celle qui bénéficie des plus grosses aides de l'État, à savoir 6 000 €. Pourquoi j'en parle ? Eh bien parce que Tesla a fait un choix un peu discutable dernièrement. Mouvement de FDP un peu. Un choix de FDP. Un choix de FDP, on peut le dire. C'est des bâtards, ou alors je sais pas, peut-être ils avaient beaucoup de Tesla blanches à vendre, mais voilà le choix qu'ils ont fait. Ils ont monté le prix de la Tesla la moins chère. En gros, il était, avant que je ne vous dise pas de bêtises, il était à un prix de 43 800 €. Qui lui permettait d'avoir les 6 000 € de bonus écologique et donc de passer ce véhicule à 37 800 €. Très bien. Le truc, c'est qu'à 43 800 €, ils avaient mis le prix des options de manière à ce que tu pouvais prendre une option, donc soit des jantes 19 ou 20 pouces. Soit les jantes, soit l'intérieur, soit la couleur. L'intérieur, je crois que c'est le même prix que tu prennes blanc ou blanc-noir. Soit la couleur, effectivement, si tu prends une couleur qui est en option, eh bien, ça ne dépassait pas les 45 000 € et donc ça te permettait toujours de bénéficier des 6 000 € de bonus écologique. Eh bien, comme ils ont désormais monté le prix global du véhicule, qui coûte désormais 44 990 €. Donc on est à 10 balles en dessous du prix recommandé par l'État. Eh bien, ça veut dire qu'effectivement, si tu la prends de base, c'est-à-dire blanche, avec les jantes aéro classiques, donc vraiment neutre. Alors après, entre guillemets, dans notre malheur, on a de la chance, dans le sens où Tesla n'a que très peu d'options. Le véhicule est livré de base avec toutes les options classiques. C'est vraiment une histoire de couleur et de taille de jante. Mais si vous voulez vous faire un petit plaisir, eh bien du coup, vous allez dépasser de genre 1 000 € le prix recommandé par l'État. Du coup, au lieu d'avoir 6 000 € d'aide de l'État, vous n'allez avoir que 2 000 €. Ce qui, en fait, en additionnant tout ça, ça fait que votre peinture, vous allez la payer 1 500 balles et votre jante, enfin votre taille de roue, vous allez payer 5 000 € pour avoir des roues un peu plus grosses. Alors, c'est pas la roue qui coûte 5 000 €, c'est juste que le prix de cette option plus le bonus écologique le non-remboursement de l'État fait que ça vous revient à 5 000 €. Ça veut dire qu'en fait, ça vous coûterait peut-être moins cher d'acheter le véhicule et de changer après. Au moins cher, puis après d'aller dans un garage et de le changer. C'est sûr et certain, ça coûte moins cher d'aller changer ta couleur toi-même. J'ai déjà regardé. Ça, c'est sûr. J'ai déjà regardé. Et de changer les jantes toi-même. Maintenant, je conseille quand même de prendre des jantes homologuées Tesla si jamais vous voulez les changer. Parce que les roues de la voiture sont extrêmement importantes pour le système de recharge. Mais bon, oui, faut savoir que le prix quand même de la voiture a baissé pendant le Covid. Ah bon ? Donc en fait, elle n'était pas si peu chère. Et en fait, quand elle est arrivée si peu chère, on a fait punaise, waouh, incroyable. La voiture est à 37 000 €. Et c'était pas le cas avant.
Donc là, c'est devenu ultra avantageux. Donc elle reste encore pas chère, mais uniquement pour l'entrée de gamme. Mais on va dire, elle remonte entre son état de 2019 et son état de 2021. Ça reste un move. Cela dit, ils n'ont pas justifié cette augmentation. Non. Donc voilà. Il n'y a rien de nouveau. Ils ont gratté 1000 balles, quoi. Voilà. On a un Doliprane qui est arrivé pendant que ça arrive jusqu'à toi, mon cher Ken. J'ai envie qu'on parle aussi des choses pas chères. Ah, merci. Bah oui. Ça, et puis il y a le casque aussi. Alors, ça, c'est pas cher et ça, c'est. Les deux sont pas chers. Les deux sont pas chers, d'accord. Alors, ça, c'est surtout qu'en vrai, je l'ai fait dédicacer au salon de la moto de Lyon. Merci, Paul. Par Tom Pages. Oh. Est-ce que vous connaissez Tom Pages? Pas du tout. Moi, je ne connaissais pas, mais du coup, j'ai découvert en off juste avant l'émission. Oui, et voilà. effectivement, si on peut diffuser une vidéo de ses exploits, Ouais, Tom Pages, c'est un impressionnant. grand. Non, pas stunter, c'est un pilote freestyle motocross, choses comme ça. Donc, il a fait notamment les supercross de Bercy, les MX, etc. Et il est quand même dingue, quoi. C'est un mec qui Tom prend une Pages, moto. quoi. Il saute sur un tremplin et puis il fait un salto dans les airs et il retombe sur sa moto, aucun problème. C'est Tom Pages. Moi, j'avais déjà rencontré son frère, Charles. Bon, les deux sont très connus. Tom est un peu plus connu. C'est genre le mec, il a eu des... Tu pouvais le choisir dans des jeux vidéo, tu vois. Ah oui. Donc, accessoirement, c'est qu'il est très D'accord, athlète Red Bull. Oh là là. Voilà. Ah oui, non, mais alors oui. Facile. Je kiffais ça. Tu sais, j'ai failli aller à Bercy pendant une des exhibitions de saut motocross comme ça une fois avec mon daron. Et malheureusement, on n'a pas pu s'y rendre. Mais j'aurais trop aimé, je regardais ça à la télé aussi. Le karting dans Bercy, il faisait du kart dans Bercy aussi à un moment. Voilà. C'est En tout cas, Jackman. Tom Pages, que donc, j'ai rencontré sur le stand Ipen au salon de la moto de Lyon et vraiment très sympa, qui m'a dédicacé du coup le jeu. Et pour le coup, je ne vais pas garder cette petite dédicace pour moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà présenté, mais du coup c'est le jeu que j'ai lancé, Ride Trippers, qui est un jeu apéro dédié à la communauté des motards. Et donc là, je vais faire une opération tout le long du mois de mars. Pour toutes les commandes du jeu, et il y en a un, ça va être Charlie de la chocolaterie qui va faire son ticket d'or. Voilà. Donc en gros, sur toutes les commandes qui vont être jusqu'à la fin du mois, donc Ride Trippers sur le site internet, il y en a un qui va recevoir son jeu dédicacé par Tom Pages. Trop cool. Le ticket d'or, c'est cool. Voilà, donc ça c'était ma petite actu Ride Trippers. Voilà. Ça c'est très très cool. Le prix pour ceux qui demandent, parce que là on était que dans les alors du coup le jeu il est à 25 €, frais de port inclus sur le site internet. Très bien. Et vous avez donc 30 cartes outils, 50 cartes moteurs, 50 cartes, ils ont fait 50 plus 1, ça fait 100. Ça fait 130 cartes, exactement. 130 cartes de jeu, quiz, culture générale, défis, gages, malus, bonus, bref. C'est tester sa culture générale de la moto, voilà. À partir de 10 ans, voilà, très très bien. Bon, ça c'est chouette. Et deuxième bonne nouvelle, on a de l'équipement. On a de l'équipement que je vous présente. Alors là, vous êtes un peu habitués, c'est la deuxième fois que je vais vous présenter un casque. Oh, magnifique. Je le mettrai pas ce coup-ci, je te préviens. Ce coup-ci, je sais que tu vas pas le mettre. Je comptais sur toi, pourtant je suis quand même très déçue. Ça y est, la clim s'est arrêtée. Mais pour le coup, c'est un casque qui est bien différent de celui que je vous ai présenté la semaine dernière, puisque la semaine dernière, on était sur un casque qui était, entre guillemets, un casque pour le quotidien, mais assez sportif et qu'on pouvait utiliser aussi sur piste, alors que là, on est sur un produit qui est complètement différent, puisqu'en fait, c'est le tout nouveau casque de la marque propre en fait, d'Afi, qui est All One. Et en fait, ils ont intégré tout simplement le système Sena directement dans le cher, casque. Normalement, quand tu dois l'acheter. Voilà. Et en fait, pour le coup, là, on est sur un produit complet. Donc, je vais vous présenter un peu les spécificités et vous l'allumer juste après. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment qu'à la base, avoir un intercom, ça fait du coup, de quoi écouter son téléphone, sa musique, etc. C'est quand même un produit qui coûte assez cher de manière générale. C'est 200 balles à peu près. Ça dépend ce que tu prends, mais ça varie, sur 250 quand même, tu vois. Okay. Et là, pour le coup, on est sur un produit fini, donc un casque, qui est en plus très bien puisque je l'ai testé, plus un produit qui est le Sena. On est sur 251 € sur le site d'Afi, tu vois. Et d'autant plus que si vous allez dans ma bio Insta et que vous prenez mon code promo, ça revient à 215 €. Donc, pour 200 balles, tu as le casque. Pour 215 €, tu as le casque plus le Sena. Alors, question. Voilà. Question, s'il y a un défaut, au bout d'un moment, l'intercom ne marche plus, etc., est-ce que ça se change? C'est ma première question. Bien sûr, tu as des garanties, comme tout, ils peuvent... Ils ne changent pas tout le casque? Non, ils ne changent pas tout le casque. Ils peuvent, je ne sais pas comment ils vont le faire exactement, mais je pense qu'il y a un système, ça doit être collé, tu vois, tu dois pouvoir le péter et regarder. Trop bien intégré quand même.
Comment ? Je le trouve bien intégré. Oui, ça dépasse pas trop. Il est plutôt joli. C'est quand même très en relief, c'est vraiment quelque chose que tu rajoutes. Et deuxième question, tu changes de casque pour X raisons. Du coup, tu te retrouves avec un casque fini qui a la com dessus et tout. Est-ce que tu peux prendre ça pour l'intégrer ailleurs ? Non, du coup, j'imagine. Je pense pas. Alors ça, pour le coup, je sais pas. Faudrait que je pose la question, mais il me semble pas que tu puisses le faire. Mais je vous reconfirmerai ça. Je vais demander et je vais voir. Après, je sais pas toi, mais même sur les kits classiques, une fois que tu l'as collé sur ton casque, pour le décoller, enlever le truc, réussir à en remettre un autre, enfin, je dis pas que tu peux pas, mais en général, t'en rachètes juste un autre, quoi. Voilà. Parce qu'en plus, avec les années, les technologies évoluent un petit peu, donc tu te dis j'en prends un plus moderne. C'est clair. Donc voilà, on a ce casque qui est du coup disponible en 2 coloris différents. Donc on est sur des produits assez simples en termes de coloris. Ça c'est le tout noir et on a le tout blanc tout simplement. Voilà, on est sur un casque qui est modulable. En plus, donc c'est-à-dire que là, il fait vraiment ce que j'aime bien parce que je suis pas fan du modulable moi, mais généralement, je les trouve pas beaux. Et là, ça se voit même pas qu'il est modulable. Enfin, si tu fais pas gaffe, tu t'y pas vraiment. Tu vois ? Ouais. Eh oui. Tu vois ? C'est c'est invisible, hein. Tu vois ? Et c'est ce que j'aime bien. Ça veut dire que moi, je l'ai testé et j'avais même pas compris qu'il était modulable au début. C'est après, en fait, quand j'ai regardé la fiche produit, j'ai fait putain, mais il est modulable. Et moi, j'ai roulé avec sans tester le côté modulable. De toute façon, je n'aime pas ça, donc je ne l'aurais pas fait. Mais pour ceux qui aiment bien, pour le coup, déjà il l'est. Et pour ceux qui n'aiment pas ça, ça ne se voit pas, comme vous le dites. Donc c'est quand même, le produit est assez bien fini. Il est Comment plutôt font les gens pour rouler en modulable ? Je ne sais pas. T'aimes pas ça ? Moi, même à 30 km/h, j'ai déjà trop de vent dans la gueule, ça me fait déjà pleurer les yeux, tu vois. Alors, je peux pas. On peut mettre une visière, même si le casque est ouvert. C'est forcément la visière de soleil, c'est ça ? Alors, elle est là. Tout à l'heure, je l'ai baissée. Voilà, tout simplement. Hop, ici. Après, tu peux rajouter, toi, des lunettes. Moi, j'étais entre guillemets, en modulable en trottinette. Tu vois, quand je roulais encore en trottinette, j'avais fait le choix de prendre un casque, pas intégral, mais un casque comme ça, un casque de scooter pour la mobilette. Ça va vraiment pas vite, quoi. Ouais, j'ai une visière qui allait jusque-là, tu vois, j'avais pas la partie devant, ça va pas trop vite. Et c'était vraiment OK de rouler, tu vois, avec ça. Là, c'est sûr qu'en moto, vous allez beaucoup plus vite. Je sais pas. Il y a des gens qui adorent. Dans Paris, on voit les mecs circuler avec ça. C'est de pouvoir bouffer ou de discuter au téléphone alors que vous n'avez pas le droit. Fumer une clope peut-être pendant que tu conduis, même si c'est pas recommandé. Non, après, tu as les gens qui n'aiment pas se sentir enfermés, parce que là, tu as cette image-là par le modulable. Après, tu as ceux qui roulent en casque jet aussi, c'est pas du modulable, mais ils aiment bien. Tu as ceux qui n'aiment pas se sentir enfermés, qui préfèrent rajouter un bandana ou quelque chose. Ouais. On a une question, niveau confort porté, alors là je ne pourrais pas essayer. Combien d'intercoms simultanés et la distance ? Et quid de la qualité audio, nous demande Gecko Rider. Du coup, j'allais y venir. Alors pour le confort, moi je suis plutôt contente du casque au niveau de la visibilité. Pour moi, c'est quelque chose de très important, et au niveau du bruit, parce qu'un casque quand c'est trop bruyant dans le casque, c'est jamais très agréable. Je le trouve bien, un peu lourd, mais forcément, puisque tu as le système et que moi j'ai l'habitude des casques racing ou carbone, donc forcément on est un peu lourd. Je crois qu'il est à 1700 grammes, quelque chose comme ça. Donc sur un casque racing, t'as pas de visière solaire, je pense. Ah non, t'as pas. Ouais, voilà. En fait, t'enlèves tout ce qui pèse lourd. T'enlèves tout ce qui sert à rien, comme si tu faisais ta voiture transformée pour aller sur le circuit. C'est pareil pour un casque. À partir du moment où t'as un minimum de confort, forcément t'as un peu de poids, quoi. Voilà, exactement. Donc forcément, ça rend le casque beaucoup plus lourd. Cependant, c'est quand même, ça reste quand même un poids correct pour un casque qui a un système. Voilà, tu peux carrément le. C'est OK, hein. Ouais, non, mais ça reste léger. On est sur un casque, c'est pas choquant non plus. Voilà. Pour l'intercom, on a un système intercom à 4 voix, donc on peut se connecter à 4 pilotes. Voilà, donc ça fait quand même un bon nombre de personnes en même temps, et ça, c'est plutôt cool. La portée, elle est de 900 mètres, donc ça veut dire que si vous êtes 4 et qu'avec vous laissez un peu de distance entre vous, etc., vous n'avez pas forcément le même rythme, et on a une portée du système jusqu'à 900 mètres. Plutôt cool.
pour le couplage. Et il a environ 12 heures d'autonomie, le casque. Voilà. J'avoue que moi, je l'ai pas mal utilisé. Là, je l'ai toujours pas rechargé. Quand je suis arrivée à l'émission, je me suis tapé un coup de stress. Tu étais avec moi avant. Je me suis dit, est-ce que d'ailleurs j'ai encore de la batterie? Mais non, il y a 12 heures d'autonomie. Donc, Et alors, surtout, c'est tout con, hein, mais la petite visière, il y a les 2 petites encoches bien en relief pour lever. La semaine dernière, avec le Shark, on avait c'était un peu... C'est clair, c'est clair. Donc là, tu fais ça. Ça veut dire qu'avec même tes gros gants, tes gants chauffants ou autre, cela. Et on me demandait aussi la qualité de l'audio. Alors, bonne qualité d'audio. Je trouve ça plutôt, franchement, très correct. Pour être totalement objectif, j'aurais mis un chouille plus de volume. Ouais, c'est mort. Oui, bah. Une trop grosse tête, Max. Tu me le fais tomber. Et j'allais te dire en modulable, peut-être. Non, mais non, c'est mort. Essaye. Je veux te voir avec un modulable, s'il te plaît. C'est le mien. Hein. Ouais, après, il va m'abîmer mes mousses. Tu te rends pas compte, j'ai un casque avec. T'as pas une si grosse tête que ça, Max. De ouf. Il est grand, c'est parce que c'est pour ça que tu te rends pas compte. J'ai du vide. Ouais, tu vas pas à fond, ouais. C'est ridicule. Ah. On dirait un T-Rex avec des tout petits bras. Ça me fume. Les gens qui demandent alors, tu saurais nous donner le modèle du produit? Donc c'était All One. Oui, tout à fait. C'est le casque, c'est Outrush. Donc Out et Rush R. All One, c'est la marque, donc du coup de la marque propre de Daffy. Donc c'est un casque que vous trouverez sur marque propre, c'est All One, et c'est sur notamment le site internet Daffy. Je vais y arriver. Voilà, et donc c'est un produit. Oui, c'est ça, Malacus, hein, le Sénat de chez Daffy. Voilà, c'est ça. C'est le Outrush. Outrush R, All One by Sena. J'ai tout mis, c'est All One, Sena, Outrush, Daffy. Voilà, regardez-vous. Et surtout, n'hésitez pas, je vais vous le mettre dans 2 secondes. Clairement, moi, je gagne rien dessus, je m'en fous, c'est juste que c'est mes sponsors. Mais si vous utilisez mon code promo, et ben en gros, vous avez. D'accord, il y a des gens qui demandaient. Genre 40 balles ou un truc. Voilà, je viens de le mettre, talon guidon 15, ça fait 15%. Donc vous le payez moins de 215 € au lieu de 250. Voilà, tout compris, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà. Bah, voilà. Tu ne t'enrichiras pas de ça. Non, c'est juste un code promo, vraiment. Mais moi, quand bien même elle s'enrichirait, on s'en fout. Et moi, je s'arrêtais même pas, tu vois, vraiment pas. Vraiment pas. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Maintenant, je vais juste vous montrer aussi accessoirement. On n'entendra peut-être pas trop sur le plateau, mais sur le plateau. À l'écran, mais vous entendrez. Voilà, comment on l'allume. Je vous le dis juste parce que moi, j'ai archi galéré la première fois que je l'ai pris, pour le coup. Et en fait, j'ai essayé d'appuyer là pendant très longtemps pour l'allumer. Donc, si vous avez pour projet de l'acheter, regardez bien comment je l'allume parce que j'ai mis du temps à comprendre. Donc, vous le chargez bien. En fait, il faut appuyer sur le milieu et sur le plus en même temps. Et là. Ah ouais. Vous n'avez pas entendu, mais il m'a dit bonjour. Ouais, si, le pairing, j'ai entendu le pairing. Voilà. Et là, notamment. Alors, désolé, c'était ce que j'étais en train d'écouter. Les DMC. Voilà. Mais on peut mettre d'autres choses. Tu vois, ça c'est Orelsan. Tout l'album d'Orelsan après, on peut mettre ça, c'est très sympa. Voilà, mais on entend plutôt bien quand même. Donc voilà. Et donc là, c'est quand tu vas sur la fonction musique. Et là, tu rappuies ici. Ça s'éteint. Tu rappuies, ça s'éteint. Et après, d'accord, faut le savoir que c'est bouton du milieu, bouton de gauche. Ouais, voilà. Et après, le reste, c'est bien expliqué pour passer sur intercom, sur musique, sur machin, etc. Okay. Voilà. Très bien. Du coup, pour toutes les petites news, voilà, au niveau de ce casque, je crois que j'ai à peu près tout dit. Après, encore une fois, pour des trucs plus techniques, vous allez sur le site internet. Oui, pour la fiche des tout hasard. 250, c'est bien. Existe-t-il une version, une offre, peut-être plutôt sur le site Daffy, une offre duo pour t'équiper toi et peut-être ta conjointe, parce que comme ça au moins tu as les 2 intercoms. Et ils auraient pu peut-être faire un tarif, tu vois, si tu t'en prends 2. C'est ce qu'ils font pour l'intercom quand on achète plusieurs en général. En fait, c'est ce que j'allais dire. Je sais qu'ils le font sur des intercoms, effectivement, forcément d'ailleurs. Sur le casque en soi, je crois pas. Je suis sur le site Daffy là, mais franchement, je pense pas. Je chipote. Non, mais ça pourrait s'entendre. Et puis c'est quelque chose que moi, en plus, je pourrais peut-être leur remonter, mais. Pourquoi pas, mais en tout cas là je crois pas. Là je suis sur voir mon panier, très sincèrement, je pense que y a pas non, t'as pas d'offre, tu vois. Donc bon, voilà. C'est pas grave. C'était une bonne demande, offre, en tout cas. Voilà. Ça va. Bon, bien très bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On retourne du côté de Maxildan qui va vous permettre, amis parisiens, de contester vos PV. C'est vrai, vous pouvez contester vos PV, les amis, puisque la limitation à 30 km/h à Paris n'a
Aucun sens. C'est Caradisiac qui a fait un petit dossier là-dessus. C'est sorti le 22 février, donc il y a 2 semaines à peu près. Et ils ont fait du coup une vidéo très détaillée et un dossier dessus pour expliquer pourquoi ça n'avait aucun sens. Alors, pas forcément aucun sens de rouler à 30 dans Paris. Ça, c'est pas un problème, puisqu'en plus, globalement, si tu fais la moyenne de la vitesse des automobilistes dans Paris, ils sont déjà pas à 30 km/h en moyenne. Donc, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que quand tu prends une prune parce que tu allais à 35, 40, 50 km/h, en fait, vous pouvez a priori les contester. Pourquoi ? Parce que sur leur vidéo, ils l'expliquent très bien. La signalisation dans Paris n'est absolument pas correcte. Top. D'accord. Donc, il démarre la vidéo en t'expliquant que dit la loi et comment est-ce qu'on doit signaler le fait qu'on roule à 30. Là, par exemple, premier choix, tu peux évidemment mettre un panneau 30 à chaque intersection. Oui. Deuxième choix, tu peux mettre des zones 30. Dans ce cas-là, ça roule jusqu'à la fin de la zone, signalé par un panneau blanc comme ça, une fin d'interdiction. Tu as, donc là on voit la fameuse zone 30, et tu as le troisième choix qui est la zone 30 élargie, c'est-à-dire la ville 30. C'est-à-dire que tu as un panneau 30 avec juste en dessous le panneau, juste au-dessus le nom de la ville. Ok ? Si on trouve une de ces signalisations juste avant un radar, dans ce cas-là, on ne peut rien contester, on est jambon. Sauf qu'en fait, il n'y a que 3 radars à Paris qui flashent à 30 km/h, pour le moment en tout cas. Et parmi ces 3 radars, il n'y en a qu'un seul qui est correctement libellé avec tout autour de lui, les bonnes vitesses, etc., etc. Les 2 autres, partout ailleurs, tu vas te rendre compte qu'en fait, si tu n'es pas passé par la bonne entrée de Paris, tu n'as pas eu le bon panneau. Si y a même des non-sens complets, c'est-à-dire que sur la rue où il y a le radar qui te flash à 30, en fait, tu trouves des panneaux sur la plupart des rues qui sont perpendiculaires, d'accord, avec écrit zone 30. Ce qui induit que du coup, tu n'es pas dans une zone 30. Exactement. Donc en fait, tu pourrais te dire que tu es dans une zone 50. D'ailleurs, la loi le dit. Fin de la zone 30, mais là, tu es encore en zone 30 en fait. Si la signalisation ne t'indique pas la vitesse et que donc la vitesse est induite, alors c'est la 50. Vitesse générale, à savoir en ville, 50. Tout à fait. Donc en fait, il y a des radars dans Paris qui te flashent à 30, alors que techniquement, tu as le droit de rouler à 50, puisque la loi ne t'indique pas l'inverse. J'ai même entendu dire qu'à l'époque où c'était à 50, pour peu que tu aies un avocat, tout type de flashage, même au-dessus de 50 km/h, peut être contesté par d'autres moyens, on va dire, un peu bizarroïdes, et souvent par le fait que l'indication parfois de zone à 50 n'est pas forcément très très claire. Max, est-ce qu'on peut réellement contester son PV sans avocat ? Ça, j'en sais rien. Si. Honnêtement, j'en sais rien. Tu peux le faire. Est-ce qu'on gagne dans ces cas-là ? Tu as des sites internet qui existent pour, et je sais parce que j'en ai été une utilisatrice. Genre EasyRad. Ah oui. Je connais pas. EasyRad, ça a été monté par, je crois qu'il s'appelle Antoine Dufour, c'est un avocat spécialisé dans les permis. Voilà. Et j'avoue que en fait, à partir du moment où on peut pas énormément t'identifier, moi, la plupart du temps, quand je suis en moto et que je me prends une amende, voilà, écoute, enfin, on peut pas dire que c'était moi, donc c'est impossible. Donc l'amende a fini par sauter. Mais attends, du coup, tu dis que c'est qui ? Un mec tu peux pas le droit de dénoncer, t'as pas le droit de dénoncer. La délation est tu dis c'est pas moi, mais je vous dirai pas qui c'est. Voilà, en gros, et tu te fais sauter, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et t'as payé avant de passer ça. Tu payes 54 € sur EasyRad. Il va le porter dans sa voiture. Donc en fait, ça te permet, donc tu payes quand même, mais du coup tu perds pas de points. Voilà. Et encore, tu te fais rembourser ton amende. Tu la mets en consigne, je crois. Après, tu payes 54 € sur le site EasyRad. Après, il te fait sauter ton amende dans 95% des cas. Le cas de récupérer tes points. Et après, tu perds tes 54 €, mais tu récupères. J'aurais bien aimé savoir ça avant. Il me reste 2 points. Excuse-moi. Après, tout n'est pas, ça marche pas tout le temps. Moi, je sais que ça m'est arrivé sur des grosses excès de vitesse en moto. Enfin, quand je dis des gros, pas voilà, mais genre 30-40 km/h au-dessus, ce qui nous arrive assez fréquemment quand tu sors ta moto. Ça m'est arrivé
arrivé sur des points comme ça m'est arrivé radar de dos, pas de face, donc on ne peut pas t'identifier. Mais attends. Et j'ai même fait sauter un 4 points, parce qu'en fait, la toute première fois que j'avais 4 points feu rouge, j'ai pas fait exprès de brûler un feu rouge, c'est juste qu'en fait, il m'est arrivé un truc de ouf, ça a fait dangereux. J'ai mon embrayage qui avait, le truc de mon embrayage qui avait lâché, et impossible d'aller chercher la poignée d'embrayage. Ah, et ça, t'as pu le prouver non, c'est que de toute façon, j'étais en bécane, j'étais en cage, donc il est impossible de prouver que c'était moi, donc je l'ai fait sauter comme ça. Voilà. Et ben voilà, je suis trop honnête, moi je paye comme un bouffon, hein, j'assume mes conneries. Tu vas faire ton petit stage et ça. Tu vois, je mets tout le temps mon clignotant, je fais jamais gérer les gens, je colle pas au cul, je fais ceci, cela. Par contre, en moto, quand la ligne est droite et que tu fais chier personne et que tu t'es pas un danger pour les autres. Mais ça, on a tous des bonnes raisons d'aller trop vite, mais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, bon, j'avoue, c'est pas bien non plus. Je suis pas en train de vendre qu'il faut faire des excès de vitesse, c'est pas ce que je dis, il faut pas. Je suis juste en train de dire que si ça arrive et ça arrive à tout le monde, vous pouvez gruger. Pas gruger. Contourner les lois, c'est différent. Regardez-les les deux comme ils se sont trouvés, c'est terrible. Voilà. 30-40 km au-dessus, je me rends pas compte, j'ai pas le permis, mais c'est vrai que c'est gros, non? Oui, c'est beaucoup. Quoi? C'est beaucoup, hein? C'est vraiment beaucoup. 30-40 km au-dessus de la limitation. Il y a 80 km/h ça dépend à combien tu vas. Non, c'est pas comme ça qu'il faut compter, c'est plutôt un pourcentage de la vitesse. Parce qu'en fait, 30 km au-dessus de 110, c'est pas ouf. 30 km au-dessus de 20 km/h, ça va dire que tu vas à plus du double. Donc c'est plus ça qu'il faut regarder. C'est pas ouf sur l'autoroute parce que tu as de l'espace. Mais tu vas sur des routes limitées à 110, un peu plus exiguës, genre des 3 voies serrées avec des platanes à côté. 140, ça fait peur quand même. En fait, ça dépend c'est de l'endroit. difficile à dire, ça dépend de l'endroit, ça dépend du pilote, ça dépend de la voiture aussi. Il y a des voitures qui assument très bien d'aller vite parce qu'elles ont l'adhérence qu'il faut, les freins qu'il faut, etc. C'est pas le cas de toutes les voitures, donc c'est difficile de dire de manière générale ça c'est ok, ça c'est pas ok. La seule vérité, c'est la loi, c'est ça. Tu la respectes ou tu la respectes pas, point. Après, est-ce que tu pouvais te permettre de... Chacun est conscient de ce qu'il fait. Et il te reste que 2 points. Du coup, c'est ça que je retiens. Je vais faire un petit stage et puis crois-moi bien que toutes mes autres amendes, je vais bien aller les contester. Non, mais après, tu vois, tu joues, tu perds aussi. Faut assumer parfois de perdre. C'est comme ça. Dans un code de la route, on peut pas faire des cas particuliers. On va pas passer le code de la route à Lewis Hamilton. C'est pas comme ça que ça marche. Exactement. C'est sûr. Exactement. Et respecter la loi au maximum. Enfin, non, tout court, en fait. C'est mieux. Et c'est le maximum. Oui. Bon, je n'ai pas le permis, donc je ne peux pas me prononcer. J'ai jamais eu d'amende parce que je n'ai pas de voiture. Voilà. Donc je vais pas juger, mais évidemment respecter la loi. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, malgré que vous soyez au fond du trou du fion. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Et puis, je vous laisse. Ça y est, Ken, tu vas pouvoir te reposer là. C'est l'heure. Je vais me coucher sur le plateau du Bifort. Bien sûr. Vas-y. Je voulais aller faire 3 heures de vélo, mais là, c'est mort. Non, ne fais pas ça. Prends une voiture. C'est la meuf qui a rien retenu. Allez, prenez soin de vous et bonne émission avec Allociné. Les amis, c'est l'anniversaire de Le Stream. Ce soir, je suis avec vous jusqu'à 23h. Je ne serai pas seul puisqu'une bonne partie de l'équipe sera avec nous pour fêter ça. On va regarder évidemment parmi les émissions les plus emblématiques qu'on a fait depuis 5 ans. Oh non, le récap légendaire. On va faire un react, effectivement. Est-ce qu'il y sera? Il y aura beaucoup de choses. Vous dis pas. Il y aura beaucoup de choses. Où on avait dénoncé tout le monde et non.